Ouais, je vais peut-être me présenter. Et puis, comme ça, toi, tu vas, comme en fait, Jérôme est à l'origine du rapport. Donc, il va se présenter, puis ensuite, il va démarrer Je vais aussi dérouler. la Je vais présentation dérouler. du rapport. Et tu vas dérouler. Donc, moi, je suis effectivement du Secours catholique. J'ai travaillé dans le domaine social depuis pas mal d'années, effectivement, au niveau de l'international, comme au niveau ensuite des questions plutôt françaises. J'ai été aussi responsable de coordination Sud. Euh, le Secours catholique est évidemment très engagé dans tout ce qui est action sociale, travail avec les personnes en situation de précarité. On publie aussi un rapport état de la pauvreté chaque année qui est quand même un moment où à la fois on fait le point sur la pauvreté telle qu'on la perçoit, mais qui est aussi une occasion d'interpeller les politiques. Euh, voilà, et depuis quelques années, le Secours catholique mène avec Equitas toute une recherche avec des personnes en situation de précarité sur la protection sociale. Et c'est un peu dans ce cadre-là qu'on s'est rapproché des enjeux autour du revenu minimum, du revenu de base. On l'a aussi beaucoup travaillé avec Alerte, le collectif des associations de lutte contre la pauvreté. Maintenant, avec le pacte du pouvoir de vivre, dont on fait partie, y compris au niveau du groupe de coordination. Voilà, et donc c'est un peu dans ce cadre-là qu'on participe parfois à ce séminaire et en tout cas que l'on a publié ce rapport aussi pour faire bouger les lignes, à la fois sur un axe très précis, vous l'avez vu dans le rapport, et puis aussi en élargissant à ce qu'on appelle le revenu minimum garanti. Et à toi, Jérôme. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Jérôme Barre. Je vous parle de la Drôme. Et puis, je fais un drôle de métier que j'ai créé il y a 10 ans qui s'appelle artisan de justice sociale. Où en gros, l'idée, c'est d'accompagner des collectifs de personnes qui sont en situation de précarité pour à la fois essayer de gagner sur un champ politique, que ces personnes-là participent au contrat social avec nous tous, et sur le champ économique pour essayer de lutter contre les inégalités. Donc là, je vais vous présenter un peu trois choses. L'idée, c'est qu'on puisse faire une présentation dans une demi-heure avec Daniel pour pouvoir collecter vos questions puis partir de ce qui vous intéresse dans votre diversité. En préalable, ce que je veux dire, c'est on va pas parler du revenu de base, on va parler ici on a fait un rapport qui s'appelle Sans contrepartie pour un revenu minimum garanti. Et en gros, on se bat aujourd'hui pour qu'il y ait un plancher de protection sociale qui soit inconditionnel, qui soit sans contrepartie, qui soit ouvert aux 18-25 ans et aux personnes en situation régulière, sans attendre 5 ans, où il y ait une automaticité pour lutter contre le non-recours au droit et d'un montant qui soit digne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qui pourrait correspondre à 50% à peu près du revenu médian, ce qui amènerait autour de 750 à 800 euros. Quoi. Voilà, du coup, on va vous parler de ça. Moi, je vais vous parler de trois choses. La préhistoire de ce rapport-là, un petit peu le système des sanctions aujourd'hui, et puis comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et puis Daniel développera sur nos arguments. Quels sont les arguments qu'aujourd'hui on porte pour faire avancer cette question-là. Moi, dans mon métier, j'ai accompagné pendant 4 ans des collectifs de chômeurs dans la Drôme. Donc on a monté un projet qui s'appelait Une boussole des cartes et les étoiles, où on essayait de naviguer avec des petits équipages de personnes au chômage pour qu'elles aient plus de prise sur leur propre parcours, mais aussi qu'elles puissent interpeller, interroger les politiques publiques et les inégalités territoriales. Depuis le début, en fait, on essaie de se battre pour sortir de l'idée que le chômage est la faute des chômeurs, que la culpabilité revient sur les efforts insuffisants des personnes pour s'en sortir, qui est une idée fausse, on verra après. Au bout de 4 ans, on a eu quelques témoignages. Ça part de pas beaucoup de témoignages, ça parle de 4 témoignages de personnes qui viennent nous voir. Et moi, en gros, au bout de 4 ans, je découvre que le RSA n'est pas un plancher social. En fait, avant, je ne le savais pas. Je pensais que la nation, la France, ce pays-là, permettait de garantir aux personnes un revenu de survie, vraiment qui était un revenu de survie pour garder un toit sur la tête, avoir un peu accès à la santé et pouvoir un petit peu avancer. Moi, je suis interpellé par des gens qui se retrouvent convoqués dans des équipes pluridisciplinaires. Et là, du coup, on décide de créer un collectif pour étudier un petit peu tout ça. Donc, on a créé un collectif qui s'appelle le collectif de la HUP,
où on a collecté des témoignages de personnes qui vivaient la convocation en équipe pluridisciplinaire. Les personnes vivaient ça comme une humiliation. Enfin, ça s'appelait équipe pluridisciplinaire parce qu'il y avait plusieurs disciplines. Donc, il y avait des gens de la mission locale, des gens de la NPE, des gens du conseil départemental, etc. Donc, plusieurs disciplines. Mais les gens vivaient ça vraiment comme le conseil de discipline au collège, quoi. Vraiment. Et y compris dans l'organisation physique de cette instance-là, ça ressemblait un petit peu à ça. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec une table, avec des personnes derrière, et puis la personne avait 10 minutes, un quart d'heure pour s'expliquer, et puis on allait lui rendre un verdict derrière. Le verdict pouvant être jusqu'à 50% de moins pour le RSA et aller jusqu'à la radiation. Donc voilà, on découvre ça, on est indigné par cette situation-là et on se met à analyser de comment ça se passe, comment on en arrive là. Donc je ne sais pas quelle est votre connaissance du dispositif du RSA, je fais court et puis après peut-être dans les questions on peut préciser certains points. Mais du coup les gens aujourd'hui ils s'inscrivent au RSA, il y a une inscription administrative, après ils vont rencontrer un travailleur social, ils vont signer un contrat d'engagement réciproque où a priori eux ont des engagements, la collectivité a un engagement. Puis après, ils ont des points réguliers sur le contrat. Et ce qui est dit, en fait, dans les droits et devoirs du RSA, c'est que les personnes, elles pourraient être sanctionnées pour 3 raisons. Une première raison, c'est parce qu'elles ne viennent pas au rendez-vous. Une deuxième raison, c'est parce qu'il y a non-respect des termes du contrat. Et on reviendra là-dessus, parce que c'est un petit peu là-dessus qu'on s'appuie. La troisième raison, c'est la question des fraudes délibérées, qui est la seule question sur laquelle nous, on ne se bat pas. C'est-à-dire qu'en gros, à travers l'automaticité de versement d'un revenu, on aimerait bien qu'il n'y ait pas 30% de personnes au RSA qui aient non-recours au droit. Et à travers l'inconditionnalité, on sortirait d'un espèce de jeu de dupes. Donc, quand on analyse ça, on s'aperçoit qu'il y a un jeu de dupes. Que, en fait, les personnes, quand elles viennent à un entretien avec un travailleur social, parfois, et je dirais presque souvent, elles vont dire ce qu'attend le travailleur social en face d'elles. Ou alors elles vont attraper une branche qui leur est tendue, mais qui n'est pas vraiment leur projet. Ou alors elles n'ont pas le temps de poser un projet qui est mûri. Donc des fois, les gens se retrouvent dans des pièges, en fait, qui sont tendus pas par des travailleurs sociaux malveillants. Hein. Les travailleurs sociaux sont là pour les aider, mais juste, j'ai 20 minutes, quel est votre projet? Et là, du coup, moi, je me retrouvais en face de personnes qui disaient, ben moi, je pensais en fait travailler dans la petite enfance, machin, mais une fois rentré chez moi, je m'aperçois que c'est plus mon truc, ou je suis pas capable de faire ça, ou que c'est trop difficile. Et là s'enclenche un truc, un espèce de processus où la personne elle est prisonnière de son contrat, elle va avoir des manquements dans son contrat parce que juste elle n'arrive pas à suivre la formation qui lui est proposée et elle se retrouve en équipe pluridisciplinaire et éventuellement sanctionnée de 50%, 80% depuis 2013 de son RSA. Donc voilà, du coup on s'aperçoit de ce truc-là, là on est dans la Drôme, on met 6 mois à obtenir des chiffres. Donc, on demande au département des chiffres, on n'en obtient pas. Au début, il y a un refus. On finit par éditer une lettre ouverte à la présidente du conseil départemental avec plein de gens en copie. Donc, on construit un rapport de force avec le conseil départemental et on obtient des chiffres. Donc, on obtient des chiffres qui sont, il y a 5% des allocataires chaque année dans la Drôme qui sont sanctionnés. On se dit, est-ce que c'est un cas exceptionnel ou est-ce que c'est comme ça partout? Donc, on s'est mis à faire une enquête. Du coup, à ce moment-là, on se met en cheville avec le Secours catholique, avec lequel on est en travail sur les questions de protection sociale depuis 5 ans. Et on leur propose de faire une enquête et un rapport sur nos affaires. On fait une enquête dans 20 départements qui représentent, si on prend l'ensemble de la population, 25% des allocataires du RSA en France. Et à partir de ces chiffres-là, donc on a des chiffres sur un quart des allocataires en France, si on fait une projection sur l'ensemble du pays, on arrive sur chaque année, il y a 115 000 foyers qui sont sanctionnés, ce qui représente 234 000 personnes, ce qui représente à peu près la ville de Lille, quoi. Donc en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout quelque chose de marginal, qu'il y a en moyenne 6,2% de personnes sanctionnées chaque année et que ça représente quand même beaucoup, beaucoup de gens qui sont sortis de la protection sociale, qui rejoignent la cohorte des personnes qui n'ont pas recours au droit. Et là, j'en termine un peu avec mes exemples drômois, mais du coup, moi, je rencontre une personne qui me raconte comment, suite à son EP, elle va perdre son logement, elle va perdre son droit à la santé, et en gros, elle met 9 ans
pour re-rentrer dans un parcours de soins d'abord, puis dans un lien avec les institutions en disant j'ai passé le plus dur de la galère. Juste entre parenthèses, il y a des coûts de santé induits du fait qu'on prive les gens d'un revenu minimum qui sont hyper importants, qui seraient importants de calculer. Du coup, à partir de ça, on se dit, il y a deux voies. Daniel en reparlera un peu. Moi, je vais passer un peu sur la deuxième partie. Il y a deux voies. Il y a une voie qui est de dire, il faut changer la loi et il faut que dans la loi en gros, qu'elle revienne à son esprit premier, qui était, quand on a créé la loi sur le RMI, c'était une loi pour lutter contre la pauvreté. C'est encore marqué comme chapeau de la loi. Et il y a un truc complètement dingue de comment est-ce que dans une loi dite de lutte contre la pauvreté, on a des dispositions qui privent les personnes de la moitié d'un revenu qui n'est même pas un revenu décent. On en est vraiment là. Donc on se dit, le premier truc, c'est essayer de changer la loi, et on fait ce rapport-là pour essayer de mettre en débat à 2 ans des présidentielles ou auprès d'un gouvernement qui essaie de réfléchir sur le RUA nos affaires. Et puis l'autre voie, c'est de dire, il est possible de faire des choses à un niveau local. C'est s'il y a des gens qui se mobilisent, s'il y a des collectifs qui se créent au niveau local, on peut réussir à faire changer l'interprétation de la loi par les départements. Donc dans la Drôme, par exemple, on a obtenu 3 choses. On a obtenu qu'il y ait une transparence sur les chiffres au niveau des sanctions et du coup que le collectif fasse partie du comité de pilotage des politiques d'insertion. Donc nous, on voulait mettre de la transparence, de la visibilité sur ces affaires-là. On a obtenu le fait qu'il n'y ait plus ce qu'on appelle les équipes pluridisciplinaires de masse ou collectives, où en gros, il y avait 130 personnes qui pouvaient être convoquées. Et en gros, dans l'entête de l'invitation, il était inscrit équipe pluridisciplinaire. Donc, de fait et par la loi, les gens pouvaient être sanctionnés parce qu'ils ne viennent pas. Donc, les gens ne sont pas écoutés individuellement. On est dans un truc qui est plus que border au niveau juridique. C'est-à-dire que les fois où ça a été attaqué, donc après, il faut se mettre dans la tête d'une personne au RSA qui serait privée de son allocation. C'est hyper compliqué pour elle de dire je fais un recours gracieux auprès du conseil départemental, puis au bout de 3 mois, je fais un recours contentieux en ayant un avocat. Donc, ça s'attaque presque pas. Mais chaque fois que ça a été attaqué et que c'était une équipe pluridisciplinaire collective, il a été montré que ce n'était pas légal, que les gens devaient être reçus individuellement pour s'expliquer sur leurs affaires. Donc, on obtient le fait que ça s'arrête. Et en gros, ça, c'était l'arme de nettoyage massif des fichiers du conseil départemental. Donc, ça s'arrête. Et puis, on obtient le fait qu'il y ait la mise en place d'une instance pédagogique pour refaire le contrat sur les territoires qui prennent la place des équipes pluridisciplinaires. Et que les équipes pluridisciplinaires, ça soit qu'au niveau départemental, mais sur les territoires, on va voir les gens, mais on va voir les gens sans leur mettre la pression. Enfin, les gens ont une pression, mais en tout cas, il n'y a pas la pression de tu peux perdre au terme de notre entretien 50% ou 80% de ton revenu. Donc voilà, du coup, on essaie de travailler sur ces deux dimensions-là. Rapidement sur comment on en est arrivé là, juste dans nos propositions, ce que je mets au débat ici aussi, ça pourrait être hyper intéressant de dissocier l'allocation de l'accompagnement. C'est-à-dire, nous, on ne dit pas il faut un revenu inconditionnel et on lâche complètement les gens et ils n'ont pas de contribution et il n'y a pas de politique d'insertion. On dit c'est important qu'il y ait des dynamiques d'accompagnement, mais sauf que l'accompagnement ne doit pas se faire au prix d'une forme de chantage à l'allocation. On devrait verser l'allocation aux gens, et puis quand les gens ils ont un toit sur la tête, on bosse avec eux sur et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a à faire ensemble. Et là, ce qu'on dit, c'est que ça serait sortir d'un jeu de dupes qui arrangerait et les personnes qui sont au RSA et les travailleurs sociaux, qui retrouveraient du sens dans leur travail, parce que quand on discute avec eux individuellement, il y en a beaucoup qui ne défendent pas cette politique-là. Puis il y en a d'autres qui disent « Moi, je n'ai pas fait ce métier-là pour contrôler les gens. J'ai fait ce métier-là pour être en alliance avec eux, pour travailler avec eux sur leur parcours de vie. » Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Ça, c'est la deuxième partie de notre rapport. En gros, on a réécrit un peu l'histoire. Non, on n'a pas réécrit l'histoire. Ça, c'est ce qu'il faudra enlever dans l'enregistrement. Donc, on n'a pas réécrit l'histoire, mais on s'est intéressé à l'histoire. Et en gros, ce qu'on voit, c'est qu'en 88, lors du vote de la loi sur le RMI, il y a un consensus ambigu. Donc, il y a un consensus qui est de l'ensemble des partis, mais sur une forme d'ambiguïté qui est de dire à la fois on veut une loi de lutte contre la pauvreté et on dit il y a une responsabilité de la nation
auprès des plus pauvres et notre système de protection sociale n'est pas complet et insuffisant et il faut ajouter un volet lutte contre la pauvreté. Et à la fois, on dit il y a aussi une responsabilité des gens et on va leur demander un effort pour rejoindre un emploi. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui, là, au moment où le chômage monte, et aujourd'hui on voit qu'avec le nombre de chômeurs et le nombre d'emplois disponibles, dire ça aux gens, ce n'est pas complètement juste. Du coup, en 88, il y a cette évolution-là, et progressivement, les politiques d'activation vont ne faire qu'augmenter. Et on arrive en 2008 avec le RSA, où le principe d'activation est au cœur du dispositif, et on dit il y a à la fois des incitations monétaires aux gens pour travailler plus, et à la fois on accroît le système de sanctions. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait un système de sanctions qui était peu pratiqué. Là, le système de sanctions est plus pratiqué. En 2013, la loi est aggravée. En gros, il y a un rapport qui dit qu'il y a 8% des allocataires du RSA qui ont un jour refusé un emploi. J'ai bien dit 8%, je n'ai pas dit 80%. Et du coup, sur base de ce chiffre-là, on dit, ben, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de 50% à jusqu'à 80% du revenu qui est enlevé aux gens. Donc, on accroît la politique de sanctions comme si le problème, c'était un problème d'irresponsabilité des personnes et pas le fait qu'il y avait une inadéquation entre ce qu'on essayait de faire et le nombre d'emplois disponibles, par exemple. Voilà. En 2019, il y a le RUA qui était en discussion. Je ne sais pas quel verbe employer. Aujourd'hui, c'est plus trop d'actualité. Mais en gros, on s'intéresse aussi à ces questions-là parce que la question de l'activation, elle est proposée comme étant le principe directeur presque de l'ensemble des politiques et des minima sociaux. Et on pourrait se retrouver dans des situations où l'injonction de recevoir un emploi ou de faire des efforts puisse toucher, par exemple, les gens qui sont à l'AH, à l'allocation adulte handicapé, ce qui serait une aberration. La question des APL, si elles étaient fusionnées avec les minima sociaux, les APL deviendraient conditionnées aussi à la question de la recherche d'un emploi. Bref, on continuera à aggraver le problème, là où aujourd'hui, il faut sûrement changer de logiciel et changer notre rapport et aux minima sociaux et nos rapports au travail, sûrement dans la pensée dans la ligne de la pensée de Gorce, ça serait assez intéressant. Daniel, je te laisse continuer sur les arguments et puis la partie de ce qu'on défend. Avec le son, Daniel, c'est mieux en fait. Tout à fait, avec le son, c'est mieux. Donc, avec toute cette base et ce travail réalisé, on s'est dit que le rapport était consistant, mais méritait aussi une partie un peu plus d'argumentaire, notamment en perspective de la bataille des idées, conscient que ce rapport ne ferait pas l'unanimité, et conscient aussi qu'il faisait débat à la fois au niveau des politiques, également au niveau des acteurs sociaux, mais aussi dans nos réseaux. Je parle là notamment du Secours catholique, par exemple, où notre réseau de bénévoles est loin d'être acquis à cette idée d'une aide sans contrepartie qui soit un revenu socle pour le plus de personnes possible. Donc, il fallait le rendre solide avec des arguments. Et donc, notre premier argument, c'est de dire que justement, cette notion de revenu minimum, d'un minimum vital, c'est de l'ordre du droit. C'est donc très lié à la notion de dignité humaine et que chacun doit pouvoir manger à sa faim, doit pouvoir se loger et de pouvoir avoir un minimum de revenus pour vivre décemment, dignement. Alors, le niveau d'un revenu digne fait objet de pas mal de débats. À vrai dire, on a choisi 50%, ce qui est plutôt moins que ce que beaucoup de personnes en situation de précarité nous poussaient à faire, un peu dans une optique de rester relativement pragmatique ou entendable par des politiques, mais aussi quand même en considérant que cela représente une très forte augmentation par rapport au RSA actuel. Mais ça peut tout à fait être un objet de débat sur le montant de ce revenu minimum. Le deuxième point, c'est que nous pensons que derrière se joue aussi un enjeu de cohésion sociale, d'interdépendance
et d'égalité fondamentale. Alors l'égalité politique, on sait qu'elle ne peut se vivre que quand il y a un minimum d'égalité réelle hein, qui est derrière. Et effectivement, d'un côté, on voit des richesses augmenter très fortement, et de l'autre côté, on voit de la pauvreté s'accroître. Et c'est bien à ça que l'on fait référence dans notre argumentaire. Alors là aussi, on aurait pu aller un peu plus loin sur ces enjeux d'égalité économique. On a à un moment travaillé sur les aides, notamment via les impôts accordés aux classes moyennes et plus aisées. On a finalement choisi de ne pas le mettre dans ce rapport, mais ça fait partie des points sur lesquels on peut débattre. Mais en tout cas, le fait d'aller vers plus d'égalité économique nous semble nécessaire, et ça passe aussi par relever le niveau de vie pour les plus pauvres. Troisièmement, la France s'est engagée officiellement dans le cadre des objectifs de développement durable à lutter contre la grande pauvreté. Donc, vous savez que la grande pauvreté, c'est 40% du revenu médian. Donc, il y a là un vrai enjeu. C'est aujourd'hui beaucoup plus que le niveau du RSA, c'est plutôt autour de 700 €. Ça peut d'ailleurs être un élément de référence à avoir, mais en tout cas, ce que l'on dit, c'est que pour y arriver, il faut justement avoir une politique nette de relèvement des minima sociaux et d'assurer cet accès à un revenu minimum garanti. L'engagement étant pour 2030. Ensuite, le quatrième argument, c'est qu'en fait, on fait face avec cette politique de sanctions à... les départements en particulier utilisent souvent la notion qu'après tout, ça nous fait faire des économies, et ça, c'est plutôt pas mal. C'est un argument qu'on entend aussi dans la faiblesse de la lutte contre le non-recours. Et cet argument-là, il est vraiment un argument de courte vue. Alors, il a été renforcé par le cadre du pacte de Cahors qui pousse les départements à ne pas augmenter leurs dépenses plus vite que l'inflation et qui intègre les dépenses sociales dans ce pacte, même s'il y a eu depuis des directives faites pour sortir les dépenses d'insertion du pacte de Cahors, mais ça reste quand même pas très clair pour les départements. Et donc, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que en réalité, quand on met quelqu'un dans une situation d'insécurité sociale maximum, eh bien, en fait, ça crée des difficultés au niveau de la santé à long terme, au niveau de l'hébergement, au niveau de l'éloignement du marché de l'emploi, et qu'au total, tout ça, ça coûte cher à la société, ou en tout cas, ça coûte plus cher que de sortir les personnes de l'insécurité et de l'instabilité par un revenu minimum garanti. Cinquième argument, c'est la question du fait que les sanctions, en fait, touchent l'ensemble du ménage. Elles touchent donc l'autre personne du ménage adulte, quand il y en a, et elles touchent aussi, et peut-être surtout, on pourrait dire, les enfants. Or, vous savez qu'on estime qu'il y a un peu plus de 3 millions d'enfants qui sont sous le seuil de pauvreté, que la lutte contre la pauvreté des enfants et contre la reproduction de la pauvreté de génération en génération est officiellement une des priorités de la stratégie gouvernementale de lutte contre la pauvreté. Et ça, c'est tout à fait contradictoire avec le fait que les sanctions, justement, s'appliquent à l'ensemble du ménage et touchent donc aussi les enfants. Alors, ça peut faire un lien avec un autre débat que l'on n'aborde pas dans ce rapport, qui est le débat de l'individualisation de l'aide et d'un revenu minimum. On est tout à fait prêt à en discuter, mais c'est un peu un autre sujet qu'on n'a pas abordé dans ce rapport, puisque, comme l'a dit Jérôme, on a voulu être très focus sur cette question des contreparties et des sanctions. Ensuite, notre sixième argument, c'est que les contreparties et les sanctions découragent l'accès au droit. Et ça, on est en train de préparer actuellement un rapport avec l'Odenor sur le non-recours qui confirme tout à fait cette notion-là. Et on voit d'ailleurs aussi que la politique des sanctions, aujourd'hui, je participe à un groupe avec des responsables de l'aide sociale départementale, animé par la DGCS, pour essayer de repenser un peu le contrat d'engagement réciproque, un groupe qui est d'ailleurs assez inquiétant à bien des égards sur
l'approbation, en fait, dans la grande majorité des départements de la politique justement de sanctions, voire sur la volonté parfois de la renforcer. Mais ce qui apparaît fort, c'est que, d'une part, cette politique de sanctions, elle a beaucoup augmenté dans les dernières années, mais aussi qu'aujourd'hui se développe une pratique de ne donner le RSA qu'aux personnes qui ont signé un contrat d'engagement réciproque. Que donc on fait une forme de sanction préventive qui pousse au non-recours, qui est que des personnes n'obtiennent pas le RSA tant qu'elles n'ont pas signé un contrat d'engagement réciproque. Et donc elles se trouvent de fait radiées par suspension d'un droit possible avant même d'avoir reçu l'aide. Ce qui est voilà, extrêmement inquiétant sur l'accès au droit. Le 7e argument que l'on développe, c'est celui du fait que la logique contractuelle est une logique fausse, une logique flouée. Vous savez qu'en droit, un contrat suppose un minimum d'égalité entre les parties. Or, là, il n'y a pas d'égalité, justement par l'argument que je viens de développer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, de plus en plus, les départements disent eh bien, on ne vous donnera le RSA que si vous signez le contrat d'engagement réciproque. Et donc, il n'y a aucune liberté réelle. Et donc, les personnes signent ce qu'on leur demande de signer, en gros. Et après, on s'aperçoit qu'elles ont du mal à le tenir ou que ça ne correspond pas du tout à leur parcours de vie ou à leurs compétences ou à leurs désirs. 8e argument important, c'est que lui, renforcé par la crise, hein, c'est-à-dire que la reprise d'un emploi ou la recherche d'un emploi à tout prix est aujourd'hui tout à fait chimérique. La crise actuelle renforce cela. On va voir arriver de plus en plus de personnes, et on commence à le voir, qui arrivent au RSA parce qu'ils ont perdu leur emploi. Actuellement, il y a 10% à la fin de l'année 2020 de personnes en plus par rapport à début 2019 dans la plupart des départements. Donc, on est sur ce moment où vraiment cette recherche d'emploi apparaît comme tout à fait un peu comme un mirage dans le désert. Alors, évidemment, on peut dire, mais en fait, il y a d'autres solutions. Souvent, les contrats d'engagement réciproque sont ouverts à des formations, voire même à des engagements plus sociaux. Et cela est bon, c'est plutôt bien. Malgré tout, l'injonction forte à trouver un emploi reste quand même souvent comme une forme de charge mentale qui pèse comme un poids, au lieu d'être quelque chose qui peut aider à libérer les énergies et les initiatives. Donc on est quand même en fait sur quelque chose qui s'avère en fait contre-productif. Et puis, et c'est le 9e argument, il néglige tout ce que les allocataires apportent à la société déjà, par les relations sociales, par le fait d'être souvent des aidants vis-à-vis de leurs parents ou d'un enfant handicapé. Il y a beaucoup d'enjeux autour du lien entre pauvreté et situations de santé compliquées, voire handicap. On voit que beaucoup de personnes se retrouvent en situation d'inactivité et que l'inactivité pour raison de santé augmente. On le voit dans les accueils du Secours catholique. Il y a donc là un enjeu important. Et puis, beaucoup de personnes trouvent leur place dans la société en étant solidaires et engagées, mais pas forcément selon les critères d'un bénévolat au sens classique du terme ou d'un contrat d'engagement réciproque. Et dernier argument que l'on a développé, il s'agit du fait que en fait, tout ce jeu, eh bien, est un peu comme l'évoquait Jérôme, est un jeu de dupes. C'est-à-dire que finalement, autour de cet accompagnement lié aux possibilités de sanctions, on pousse les gens à ne pas dire la vérité, on pousse les gens à être inquiets, et qu'en réalité, ce qui serait positif, c'est de découpler l'accompagnement du revenu et de faire aussi en sorte qu'on mette vraiment en sécurité les personnes. Plus les gens sont aidés et sont dans une situation de stabilité, de sécurité, plus ils sont en mesure de prendre des initiatives et de se projeter dans la vie. Et en fait, c'est ça dont la société a besoin. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé cette notion d'un revenu minimum garanti que l'on a proposé à 50% du niveau de vie médian, niveau qui pourrait être un débat, mais en tout cas, le relier au niveau de vie médian nous semble important, qui pourrait être vraiment une forme de nouveau pilier de la protection sociale pour libérer
effectivement les personnes de la peur de l'avenir, de la peur du lendemain, qui était une ambition initiale de la protection sociale. Pour nous, cela doit être ouvert aux jeunes à partir de 18 ans. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de débats actuellement autour d'un revenu jeune ou d'une garantie universelle, garantie jeune universelle ou d'un revenu tremplin. Les formules sont diverses, mais en tout cas, beaucoup de choses se cherchent dans ce domaine-là. Nous avons abordé aussi le fait que ça devait être étendu aux personnes étrangères qui, pour l'instant, n'ont accès au RSA qu'au bout de 5 ans de présence régulière sur le territoire, sauf si elles sont issues de l'Union européenne ou ayant acquis le statut de demandeur d'asile, enfin de réfugié. Donc, ça laisse beaucoup de monde sur le côté. Notre proposition laisserait aussi du monde sur le côté, mais quand même beaucoup moins. Ça touche les enjeux de protection sociale et de frontières de la protection sociale. Donc, on n'a pas décidé d'aller plus loin que les étrangers en situation régulière. Ça peut là aussi être un débat, mais un débat qui est quand même un peu plus compliqué. Nous avons voulu faire quelque chose qui reste pragmatique, une forme de rêver logique. Et nous pensons que ce revenu minimum garanti donc, doit être absolument sans contrepartie. Et là, il y a un vrai enjeu à gagner parce que c'est aussi la base d'un revenu de base ou d'un revenu universel pour tous qui reste possible, qui reste là aussi une perspective un peu d'utopie réalisable, mais qui en tout cas ne pourra pas se faire si on reste sur l'idée qu'un revenu doit être lié à la nécessité d'avoir des contreparties, d'être sur un parcours du combattant qu'on doit bien flécher avec des étapes à franchir, et sinon de se voir enlever ce qui dans ce cas-là n'est plus un droit, ou n'est plus un revenu socle. Voilà quelques éléments qui me semblaient utiles à évoquer. Et maintenant, je pense qu'on peut ouvrir le débat. Et je vois que Jérôme a mis le rapport. Merci beaucoup, Daniel. Je vais peut-être me permettre de commencer. Je vais essayer de rester succinct pour laisser plus de temps aussi à la discussion ensuite. Mais bon, je vais peut-être commencer par vous bousculer un peu et en même temps, amicalement, parce que je veux commencer aussi par vous remercier beaucoup pour ce rapport qui pour moi est vraiment très important. Enfin, et qui pour moi est une première étape très très importante. Je voulais aussi revenir simplement sur le chiffre, comme Jérôme t'a évoqué, que donc dans la Drôme, vous avez obtenu le chiffre de 5% de sanctions, que dans le rapport, vous mettez 6,2, mais dans le rapport, vous précisez bien aussi que si vous aviez inclus les chiffres démentiels des Bouches-du-Rhône, où apparemment 30% des allocataires seraient sanctionnés, ça ferait monter à plus de 10% le chiffre d'allocataires sanctionnés au niveau national. Et que donc, bon, moi, il y a quand même une première chose, c'est merci infiniment pour ce premier travail, mais je pense qu'il y a vraiment un enjeu là, et bon, je saisis l'occasion de ce séminaire aussi pour le souligner, il y a vraiment un enjeu à ce que la recherche en sciences sociales se saisisse de ces questions et qu'il y ait un travail commun de la recherche et de chercheurs qui s'associent avec vos associations et d'autres éventuellement pour développer et pour obtenir la transparence à ce niveau-là et pouvoir dénoncer ces choses-là plus efficacement. Et je saisis aussi l'occasion pour mentionner un exemple là-dessus qu'on a outre-Rhin qui est intéressant et qui me semble pourrait être une piste intéressante dans la continuité des discussions. J'espère que voilà, il y aura l'occasion de poursuivre le dialogue bien au-delà de cette séance de séminaire, qui est celui de l'association allemande Sanctionsfrei. Pardon pour mon allemand très mauvais, mais qui est donc une association. Vous savez qu'en Allemagne, alors en fait le truc c'est rendu possible parce qu'en Allemagne le système judiciaire est correctement financé, c'est qu'ils dépensent 4 fois plus que nous par personne pour leur système judiciaire. Par ailleurs que la justice donc, est un vrai pouvoir, donc c'est seulement une autorité, et que donc attaquer les administrations sociales c'est gratuit et c'est assez rapide. Et du coup, et ils sont par ailleurs allés beaucoup plus loin que nous en France sur la question des sanctions avec les lois Artsphere. Et du coup, ils ont monté cette association qui permet, qui a notamment créé une application très propre et léchée, façon Startup Nation, un peu
pour caricaturer les choses, qui permet aux allocataires de contester beaucoup plus facilement des décisions de sanctions et d'avoir accès à un recours juridique, et qui est en fait une stratégie aussi, je pense, d'un point de vue tactique explicitement, qui vise à dénoncer le fait que, en fait, à rendre le système des sanctions plus cher, et en fait à montrer en fait comme ça que un système de sanctions qui traite les personnes sanctionnées avec les égards qu'on attend normalement du traitement des justiciables, c'est un système qui coûte extrêmement cher en fait. Ce qui enlève tout l'argumentaire, parce qu'en général, ce système des sanctions est présenté et défendu avec un système, avec un argument comptable qui consisterait à dire que ça permettrait de faire des économies à court terme. Mais en fait, ces économies à court terme ne sont possibles que quand on traite les gens de façon complètement irrespectueuse. Donc, par exemple, les choses que vous avez fait sauter, Jérôme, en mettant en place un rapport de force en convoquer 130 personnes d'un coup, et puis en fait, non, si on convoque chaque personne et que quand une personne proteste, on traite sa protestation de façon cohérente, alors ça fait exploser les coûts. Ouais, il faut que je me concentre. Donc voilà, donc merci beaucoup. J'espère qu'on pourra continuer à travailler là-dessus. Ensuite, j'avais bon, je vous bouscule gentiment. Sur la forme, j'ai beaucoup aimé notamment le début aussi du rapport, avec le fait qu'on entend aussi venant d'ATD Carmonde, le fait qu'il y ait ces citations de personnes dans la précarité. C'est quelque chose qu'on tient beaucoup à faire dans les documents d'ATD Carmonde. Et c'est vrai qu'elles disparaissent un peu au fur et à mesure du texte. Donc ça, c'est un regret, mais en même temps, je comprends. Et puis bon, sur la forme aussi, je comprends bien que c'est un écrit fait à plusieurs mains pour lancer un débat en même temps. C'est vrai que ça se sent qu'il y a des fois où il y a des formes de tension, de contradiction. J'avais deux exemples, dont un premier que je pense, qui est dû dans l'annexe du rapport, qui est une réécriture de la loi du RSA sous forme de loi du revenu minimum garanti. Je crois que vous avez oublié de supprimer les paragraphes qui proposent de supprimer le revenu minimum garanti en cas de non-respect du contrat, ce qui va un peu à l'encontre du rapport. Donc je pense que il y a un truc de temps qui s'est fait. Et puis un autre qui a fait un peu anecdotique, mais qui m'a fait un peu rire, c'est page 64. Et après une page et demie de défense de l'objectif du plein emploi, il y a en deux lignes une citation de Gorz qui dit pour le philosophe André Gorz, insister sur le droit de tous à un emploi sûr et fixe en faisant espérer un retour au plein emploi n'est simplement pas une erreur, mais aussi un mensonge, qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, et qui m'a semblé une indication aussi de la diversité des opinions qu'il y avait dans la construction de ce rapport, mais qui, je pense, est très riche. En même temps, du coup, ça fait que votre rapport exprime nos contradictions, qui sont nos contradictions à tous, en tant que société, que mouvement de lutte contre l'exclusion, et que personnes qui militent pour défendre l'organisation sociale plus émancipatrice. Alors, je parle un peu vite, mais j'essaye d'aller vite. Alors moi, il y avait trois points que je voulais souligner, trois formes d'ambiguïté qui me semblent, qui transparaissent, qui me semblent très intéressantes et sur lesquelles j'aimerais bien vous entendre, mais aussi peut-être soumettre à la conversation. D'abord, la première, c'était sur la distinction entre solidarité et assistance. Et entre solidarité assurance et solidarité assistance. Et donc ça, c'était une première chose sur laquelle je vais parler. La deuxième, c'est une ambiguïté autour de la notion de contractualisation. Et la troisième, c'est une ambiguïté autour de la notion d'activation. Alors, je vais essayer ça fait beaucoup, mais je vais essayer d'aller vite. Alors, sur la notion de solidarité-assistance, alors là, c'est très intéressant. Vous citez à deux reprises au moins, directement, Suppiot, qui distingue bien la différence entre solidarité et assistance. Donc, la solidarité, la vraie, c'est quand tout le monde contribue et tout le monde reçoit. On peut développer le point, je pense que je suis dans la continuité du truc de Friot et en écho avec ce que vous exprimez là. On peut me dire au-delà, mais même non, parce que je pense que vous citez à un moment, vous avez clairement des références au solidarisme. C'est que pour les solidaristes, les penseurs solidaristes tournant du 19e, 20e siècle, la solidarité, c'est un fait de solidarité qui a été montré par la sociologie et par l'économie. Et donc, en fait, la question, quand on distingue solidarité et assistance, c'est plus une question de visibilité. Les systèmes d'assistance, c'est ceux qui invisibilisent les contributions de certaines personnes et visibilisent les dons. Voilà. Et les systèmes de solidarité, c'est ceux qui rendent visible le fait que tout le monde contribue et tout le monde reçoit.
Et donc, voilà, on a reçu Alain Caillé l'année dernière dans ce séminaire. Voilà, on sait bien pourquoi les systèmes l'assistance stigmatisent. On sait bien les problèmes qu'il peut y avoir avec ça, autour de l'anthropologie du don développée par Alain Caillé, le fait que le don oblige et que quand on donne quelque chose en nous mettant dans une solution, on ne peut pas rendre le don. Enfin, on fait visiblement un don à une telle personne qu'on met visiblement dans une situation où elle ne pourrait pas rendre ou elle ne rend pas. Alors on fait mal à cette personne aussi et on crée. Et donc là, il y a quelque chose. Et donc ça, il me semble que vous le dénoncez quand même. Et vous faites vous reprenez cette critique de l'assistance. Vous passez en revue l'histoire des minima sociaux et vous dénoncez qu'il se soit créé aussi comme un abandon de logique de solidarité et des formes d'assistance. Et puis tout d'un coup, à la fin de ce chapitre sur l'histoire minima, vous avez un titre qui dit « Remise en cause de la solidarité par l'activation 2006-2018 ». Alors là, moi j'étais un peu… Voilà, là pour moi il y a une ambiguïté. Est-ce que soit le RMI c'était un mécanisme d'assistance, ce qui me semble une analyse juste, et dans ce cas-là, il n'y a pas eu une remise en cause de la solidarité, mais de l'assistance par les logiques d'activation. Et donc en même temps, voilà, il me semble tout à fait cohérent de critiquer l'activation sans contrainte au nom de la solidarité. Mais bon, je caricature pour la formule, hein, mais il y a pas de. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait qu'il n'y a pas de temps béni du RMI. Hein, on n'est pas. Voilà, cette ambiguïté. Il faut. On est aussi. On espère aussi qu'il faut la trancher dans le bon sens. Voilà. Donc, il y a aussi une critique des logiques d'assistance stigmatisante à faire. Et bon, en fait, pour finir sur ce point, moi, à la fin de ce deuxième chapitre, où d'ailleurs les voix des plus pauvres ont complètement disparu, voilà, c'est aussi parce que j'avais une certaine frustration qui était, je comprends, mais voilà, et qui est, voilà, on a une conclusion avec laquelle j'étais un peu… Enfin, j'étais frustré aussi par cette conclusion, parce que pour moi, la conclusion de ce chapitre, vraiment, dans la logique de cette notion de distinction, solidarité, assistance, c'était vraiment c'est un truc qu'on porte beaucoup à TD, c'est le fait que les droits des pauvres sont des pauvres droits. Voilà. Et que si le RMI a pu être détruit et que les logiques d'activation contrainte ont le vent en poupe aujourd'hui, c'est aussi parce que le RMI était perçu comme un droit des pauvres. Et donc un pauvre droit, c'est-à-dire stigmatisant pour les personnes qui en bénéficient de plus en plus, et avec, pour le défendre, seulement les plus pauvres et leurs plus proches alliés. Et donc, voilà, la conclusion que j'ai là-dessus, c'est que si on veut, dans la logique si on veut améliorer durablement la situation des plus pauvres et des plus précaires, si on veut, pour reprendre ce que vous citez Hugo aussi, cher à mon cœur, que si on veut abolir la misère et pas la soulager, hein, alors ce qu'il faut, c'est la combattre par des droits universels, des droits de tous. Donc, chez ATD, on aime beaucoup dire aussi se battre tous pour des droits de tous. Donc, bon, bien sûr, là, vous savez d'où je viens et où je vous pousse avec ça, c'est que quand ensuite, dans cette proposition du RMG, vous refusez qu'il soit versé, un revenu universel versé à tout le monde, il me semble que voilà, il y a un enjeu là-dessus qui va contre cette dénonciation de l'assistance contre la solidarité, et surtout parce que, et donc, c'est un point qui me semble important à mentionner, parce que bon, je sais que dans une version précédente du rapport, effectivement, il y a eu cette question de l'approche socio-fiscale qui s'est posée, parce qu'on sait aujourd'hui que transformer aujourd'hui un RSA, enfin le minimum social en un revenu universel, ce n'est littéralement rien d'autre que de faire passer un mécanisme d'assistance, de le transformer en un mécanisme de solidarité. Et c'est exactement ça. Quand on voit, qu'aujourd'hui, on a les pauvres, il y a des droits des pauvres qui sont le RSA, un complément de salaire pour les travailleurs pauvres, donc la prime d'activité, et le fait que les pauvres soient exemptés d'impôt sur le revenu. On a des droits de pauvres qui sont des pauvres droits. Et ce que montrent notamment les travaux de Marc de Basquiat, c'est que si, au lieu d'avoir ces droits des pauvres, on donne aux plus pauvres accès aux mêmes exemptions d'impôts dont bénéficient les classes moyennes supérieures, alors ça veut dire, ça signifie concrètement un transfert de 25 milliards, un transfert redistributif de 25 milliards en faveur des plus pauvres et des plus précaires, et une amélioration sensible de leur situation. Donc là, on a une démonstration concrète, effectivement, de l'effet sur la durée de la différence entre solidarité
et assistance, et de l'effet que ferait le fait de transformer des droits des pauvres en un droit de tous qui serait plus fort. Alors, j'essaie d'aller beaucoup plus vite pour la suite. Donc les deux autres, c'était autour de la notion de contractualisation. Alors, dans le rapport, à un moment, alors il y a cette ambiguïté. Je ne veux pas qu'on réagisse à ce moment-là, parce qu'autrement, je pense qu'on va aller loin. Sur ton premier point. D'accord, si tu veux. Il y a Prune aussi qui voulait réagir à ce que tu veux. Ou alors non, Prune. je ne veux pas te couper, mais Non, j'ai des bouts de réponse en tête. Du coup, D'accord, vas-y. Je ne sais pas si Prune est gelée, mais peut-être si. Non, bon, vas-y, commence, et puis Prune ensuite. Merci de ta lecture précise du rapport. Ça a été chouette de l'écrire et c'est chouette de voir qu'il est lu. La première réaction que j'aurais, c'est sur la place des personnes en situation de précarité dans le rapport, où effectivement, en fait, quand je vous ai raconté la préhistoire du rapport, c'est du coup dans la Drôme, il y a un collectif, mais ça reste un petit collectif, on est 14, et il y a des personnes en situation de précarité qui défendent du plaidoyer au niveau du département de la Drôme, mais ça n'a pas été le cas après. C'est un rapport qu'on a écrit en 4 mois avec les forces du Secours catholique et d'Équitase, qui s'appuie sur un certain nombre de constats qui viennent des gens, mais après, on avait envie que ça sorte vite. Et on a un deuxième pas supplémentaire qui est d'essayer aujourd'hui d'organiser des débats sur les territoires avec des personnes qui vivent la précarité. Donc, a priori, à Lyon, à Paris et à Lille, il devrait y avoir des débats et on fera en sorte que dans ces débats, il y ait des personnes en situation de précarité et qu'on parte de leur situation pour défendre nos propositions. Donc voilà, c'est un travail qui vaut ce qu'il vaut, qu'on a fait sur un temps court en respectant ce qu'était le témoignage des gens, sans faire croire qu'il y a un mouvement de précaires qui est pour l'instant organisé et qui défend au niveau national, mais qui est quand même représentatif en termes de nombre. J'avais 2-3 autres points. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, donc je viens piocher. Sur le débat de philosophie politique, je n'ai pas toutes les billes et du coup, je ne viendrai pas sur le détail d'assurance, assistance et solidarité. Mais j'ai 2-3 points. C'est par exemple sur le système de l'Allemagne. Du coup, on a discuté avec Nicolas Dujoux de notre rapport. Il a accepté de faire un entretien avec nous, etc. Et en gros, ce qu'il nous disait, c'est en gros que le système en Allemagne était plus efficace, entre guillemets, mais qu'il fallait surtout pas s'en inspirer parce qu'il sanctionnait plus. Et que, en gros, aujourd'hui, nous, on trouve que, en gros, le système de sanctions, il est à la fois injuste et inefficace dans ses effets. Et Simplement, je ne proposais pas de s'inspirer du modèle des administrations allemandes, mais de l'opposition. C'est parce que le système sanctionne plus que l'opposition a été a été plus développée aussi. Voilà. Au niveau tactique, il peut y avoir ça. Après, ce qu'on met en avant, c'est que l'activation s'appuie sur une fausse idée. Et ça, on le voit sur le terrain. Quand on dit, quand un rapport dit qu'il y a 8% des gens qui ont refusé un emploi, etc., on dit 8% des gens. Et moi, j'insiste sur ce chiffre-là. Moi, j'ai accompagné une centaine de personnes qui sont au RSA et qui sont au chômage. Sur ces 100 personnes, il y en a 4 qui m'ont dit que l'allocation, ça leur allait bien parce que dans notre société, le travail permet une telle reconnaissance sociale que les gens ils disent, et vraiment une grande majorité des gens disent, moi j'aime mieux un boulot, y compris un boulot, je ne gagne pas plus d'argent que mes allocations. Juste, je rappelle, le montant du RSA pour une personne seule, c'est 46% du SMIC. C'est moins de 40% du SMIC avec la prime d'activité. Mais du coup, il y a un truc là autour de l'activation où je suis d'accord. Et puis après, nous, ce qu'on défend, je ne me repère pas dans tes catégories, mais c'est plus le fait de dire il faut renforcer une approche par le droit. Il faut que ça redevienne un droit et pas un droit à un droit, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu ça, quoi. C'est du coup, il y a un truc où on va vérifier derrière que le droit peut être bien effectif. Et ça devient le fait que c'est plus un droit. Je finis sur ton intervention autour de la question du revenu de base. Dans notre collectif, pour un revenu minimum garanti, on n'est pas positionné
sur les affaires du revenu de base, c'est on n'est pas du tout contre. Ce qui nous intéressait, c'était de mettre un taquet en disant, je ne sais pas si demain on obtiendra un revenu de base et quel revenu de base, parce qu'il y a plein de conceptions différentes. Il y a une conception plus solidariste, une conception plus libérale du revenu de base, de ce que j'ai compris. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais du coup, nous, ce qu'on voulait, c'était dire, il peut y avoir un taquet. Quoi qu'on décide derrière sur le revenu de base, il peut y avoir un taquet qui est qu'aujourd'hui, un revenu minimum pourra être garanti. Puis après, on commence à discuter du revenu de base et à se positionner. Ça n'a pas été notre affaire, quoi. On n'en a pas discuté avec les gens, et y compris dans le collectif, là, les 14 assos qui ont signé, soutenu le contrat, on ne s'est pas dit quelle conception on défendait. Donc on n'est pas contre, on ne s'est juste pas positionné. Voilà, c'était pour mes bouts de réponse. J'ai conscience de ne pas répondre à toutes tes questions, dont les questions théoriques. Là, je touche ma limite. Voilà. Non, merci. Je me permets quand même juste, parce que là, sur le truc de l'activation, je pense, je dis juste ce mot-là et ensuite je laisse la parole et je redirai le reste de mes trucs. Mais sur l'activation, je pense qu'il y a un point qui est intéressant quand même à prendre en compte, qui est que dans le discours sur l'activation, je ne suis pas un expert absolu sur cette question-là, mais il me semble qu'il faut prendre ça peut-être avec un peu plus de pincettes, parce qu'il y a deux aspects du discours sur l'activation, en fait. Il y a un discours d'activation incitation, il y a un discours d'activation sanction. Et ça, il me semble que c'est une ambiguïté aussi qui est très présente dans le rapport, qui est que le discours de l'activation est dénoncé d'un bloc, mais en même temps, dans le rapport, vous citez aussi les notions d'investissement social et vous citez aussi des citations intéressantes de Duflo et Banerjee. Et en fait, voilà, c'est sur cette notion de trappe à inactivité. C'est-à-dire que moi, on est tout à fait d'accord que de fait, les gens, même quand reprendre un emploi, ça leur coûte de l'argent, ils le font quand même parce qu'ils y gagnent d'autres choses. Mais c'est quand même une situation dramatique que de leur dire, si vous voulez, enfin, d'avoir une organisation sociale qui veut prendre l'emploi et de faire que ça leur coûte de l'argent. Donc, moi, et donc là-dessus, il y a tout un discours qui a essayé de reprendre cette logique à l'intérieur, une critique immanente de ces notions d'activation, et qui a essayé de développer un discours d'activation, incitation. Et ça, il me semble que c'est quand même très intéressant. C'est quand même pas des choses, je veux dire, le fait que quand les gens, parce que comme notre société est organisée comme ça, ils vont reprendre l'emploi de toute façon, de faire en sorte que ça soit pas en plus, on les pénalise pas en plus, ça me semble quelque chose d'important. Et il me semble qu'il faut pouvoir distinguer ça des activations sanctions avec toutes les contraintes, le fait de couper le RSA ou des choses comme ça. Pour, Oui, oui, enfin, je vois bien le point que tu dis. Peut-être juste quelques mots par rapport à ça, puis après, effectivement, peut-être que c'est bien que d'autres interviennent et puis que tu reviennes sur la fin. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est que donc, les personnes souhaitent travailler et avoir, disons, une activité qui soit socialement et économiquement reconnue. Qu'elles le souhaitent d'autant plus qu'elles ne sentent pas ce qu'elles sentent aujourd'hui au travers de la politique d'activation, c'est-à-dire que c'est non seulement le risque d'être sanctionné, mais c'est aussi plus largement l'espèce d'injonction tellement lourde que ça en devient une charge mentale négative, quoi. La charge mentale dans son aspect annihilant et finalement contre-productive par rapport aux envies des personnes qui sont d'être actrices pour la très grande majorité. Effectivement, Jérôme évoquait les 8%, mais je pense que c'est bien de cet ordre-là, c'est même probablement encore moins, qui n'ont pas envie d'avoir une position active, parfois dans les marges, ça c'est vrai, mais quand même active. Et donc, nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faut retrouver un accompagnement positif, bienveillant, un accompagnement qui soit réellement un droit, mais qui soit aussi délivré de l'obligation de résultat du côté de l'emploi, et plutôt qui accompagne les personnes vers leur projet. Et donc complètement découplé par rapport à la question du revenu. Alors, Prune, tu lèves la main depuis tout à l'heure. Est-ce que tu veux reprendre la suite? Yes. Oui. Oui, moi aussi, j'ai lu pas aussi finement que Télémac, mais avec intérêt le rapport. Je voulais juste faire
deux, trois petits retours d'expérience parce que j'ai été juge du contentieux du RSA au tribunal administratif de Marseille. Dans votre rapport, vous parlez pas mal de réduction, enfin de sanctions sous forme de réduction du montant du RSA et de retrait. Moi, ce que j'ai eu à juger, c'était des questions d'indus et donc de récupération de sommes pharaoniques pour tout le monde et notamment pour des gens qui ont peu de moyens. On arrivait à des 10, 20, 30, 40 000 euros d'indus qui étaient régulièrement récupérés. Et donc, moi, j'ai vraiment compris sous cet angle-là le RSA comme une machine à fabriquer de la pauvreté et de la désespérance sociale, en fait. Voilà, alors évidemment, ces questions d'indus, c'est lié à quelque chose que vous avez souhaité ne pas traiter dans votre rapport, ce que je comprends bien, qui est la fraude. Mais il faut bien comprendre que la fraude, en ce qui concerne le RSA, est définie de façon beaucoup plus stricte et sévère que pour le commun des mortels, notamment depuis que Macron a décidé d'une tolérance, je ne sais plus comment il a appelé ça, le droit à l'erreur pour les matières d'impôts, pour nos déclarations du quotidien. Il n'y a pas ce droit à l'erreur pour les allocataires du RSA, pas du tout, c'est le contraire. Il y a même quelque chose dans le Code de l'action sociale et des familles qui est appliqué de façon très sévère par les juridictions administratives qui suivent la jurisprudence du Conseil d'État, qui ne sont pas des miséreux, comme chacun le sait. Je pense qu'il y en a assez peu qui ont l'expérience d'être allocataire du RSA. Il est possible de faire une demande de remise gracieuse quand on vous réclame un indu de RSA. Et il est précisé et rappelé régulièrement dans la jurisprudence administrative qu'on ne peut pas faire droit à une demande de remise gracieuse, quelle que soit la précarité de la situation. C'est comme ça que c'est indiqué, hein, quelle que soit la précarité de la situation de la personne en cas de manœuvre frauduleuse. Et ces manœuvres frauduleuses sont définies comme des inexactitudes et omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation reflétant un manquement aux obligations déclaratives. Donc on voit évidemment qu'il y a une très large marge d'interprétation et d'appréciation pour savoir ce qui, dans des erreurs de remplissage d'un formulaire, relève d'une volonté de dissimulation consciente, ce qui relève d'une erreur, ce qui relève d'un manque d'attention. Enfin, je pense qu'il y a tout un tas de gradations qui sont très, très, très loin de la fraude. Mais tout ça est mis à peu près dans le même sac de la fraude et donc ça empêche toute capacité à faire droit à une demande de remise gracieuse. Donc ça, c'est l'une des formes que prend la sévérité du contrôle du département, des CAF et puis ensuite des juridictions administratives. Et puis, autre point, sur le fait, vous insistiez au départ sur le fait que le RSA n'est pas une indemnité socle. Et on parle effectivement souvent des montants pour un célibataire, pour un couple, pour une famille, etc. Il faut savoir que quand l'allocataire du RSA est hébergé à titre gratuit, il est tenu de déclarer ce logement gratuit comme un avantage en nature et ce montant est déduit de l'allocation qu'on lui verse. Donc cette somme, déjà relativement chiche, le devient d'autant plus. Et de la même manière, des dons intrafamiliaux doivent être déclarés et sont déduits, sont incorporés comme des revenus. Et le RSA étant une allocation différentielle qui permet d'atteindre un certain niveau de revenu mensuel, ces dons sont déduits, doivent être déclarés, et c'est un cas de fraude si les dons ne sont pas déclarés. Voilà. Donc, en fait, on a tout un système qui fait que, qui permettent peut-être, d'une part, de comprendre le non-recours, en fait. Hein. Je pense que chat échaudé craint l'eau froide,
avoir quelqu'un dans son entourage qui a vécu la récupération d'un indu de 30 000 euros, ça vaccine, hein. Là, pour le coup, contre l'envie de faire 50 000 démarches et d'être tenu à des rappels de déclaration tous les mois pour toucher péniblement qu'il y a 150 euros à la fin du mois. Donc, peut-être que ça explique une partie du non-recours. Et puis, ça explique que, soit difficile de sortir de la pauvreté avec le RSA, quoi, quand ça vous enfonce pas un peu plus. Voilà, donc moi, j'ai une vision extrêmement critique. J'étais déjà militante du revenu de base avant de faire du contentieux du RSA, mais alors après, j'ai eu de nouveaux arguments. Merci beaucoup, Prune, pour ce témoignage. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, j'espère, je pense, dans la suite du travail, si tu pouvais éventuellement y participer ou trouver une façon d'y contribuer, ça pourrait être très intéressant. Il y a Odile. Peut-être juste une remarque, Télémac, parce qu'effectivement, c'est plus un témoignage qu'une question, mais je trouve qu'il est extrêmement intéressant et pertinent. Juste une remarque, on est en train de presque finaliser un rapport sur le non-recours avec des enquêtes complémentaires faites auprès de personnes qui viennent donc au Secours catholique et qui confirment tout à fait ce que tu dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a des personnes qui ne connaissent pas leurs droits et qui sont dans la situation du non-recours souvent mise en avant, c'est-à-dire des gens qui pourraient avoir droit et qui n'ont pas fait la demande. Mais le plus souvent, c'est plutôt des situations de personnes qui ont fait la demande et qui n'ont pas réussi à obtenir le RSA pour différentes raisons ou qui ont hésité parce qu'elles ont eu des difficultés avec l'administration, qui ont parfois rempli les dossiers et ont juste pas cliqué valider parce qu'elles avaient peur qu'il y ait des erreurs et donc voilà, qui doivent recommencer la démarche, qui sont en fait très au courant des droits possibles, mais qui sont dans une situation d'insécurité qui les paralyse, quoi. Merci beaucoup. Odile? Oui, vous m'entendez? Oui. Donc bonjour, moi je suis Odile Merlin, donc je suis à la fois féministe et dans une association de chômeurs. Et donc je voulais répondre au monsieur tout à l'heure qui parlait du collectif qui est sur la position du revenu minimum garanti, mais qui n'est pas positionné sur le revenu de base, etc., etc. Je voulais dire que il faut faire très très attention au glissement qu'il peut y avoir derrière ces questions de vocabulaire, parce que en fait, à mon avis, c'est pas du tout la même chose. Il faut vraiment distinguer le revenu minimum garanti et le revenu de base ou universel, qui est théorisé par ailleurs par un certain nombre d'économistes. Bon, pourquoi? Parce que très souvent, beaucoup de gens qui défendent ce revenu de base, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes d'abord dedans, et il y a beaucoup de gens aussi qui ne savent pas ce que c'est réellement que le système de protection sociale français. Alors, moi, je m'occupe actuellement de la question de l'assurance chômage. Je peux vous dire que sur 30 ans, on a déjà en réalité vidé la moitié des caisses de la sécurité sociale et de l'assurance chômage. Ce qui veut dire qu'on avait un système de protection sociale qui reposait sur des cotisations quasiment à 80% pour la sécurité sociale et à 100% pour l'assurance chômage. Aujourd'hui, on est à 50% ou 60% peut-être pour l'assurance chômage, mais actuellement, on est vraiment en train de vider les caisses et que, en ce moment, c'est des millions de personnes, même sans la crise sanitaire. Je ne parle pas maintenant avec la crise sanitaire, mais même avant la crise sanitaire. C'était déjà quasiment fait en 2019 avec la réforme de l'assurance chômage. Donc, ces millions de personnes-là, il ne faut pas se faire d'illusions. Ils vont se retrouver dans la pauvreté. Et donc, le fait majeur de cette évolution-là, il faut regarder l'évolution de la protection sociale sur longue période et en cherchant toujours à articuler les choses. Parce que sinon, on ne comprend rien. Et le revenu de base, à mon avis, c'est bien sur le plan philosophique. Moi, j'ai lu le livre de Benoît Hamon, je trouve que la philosophie, c'est très chouette, il y a des belles idées, etc. Méfiez-vous, ça fait 40 ans qu'on en parle, et pendant ce temps-là, on vide les caisses de la sécurité sociale. Il ne faut pas oublier ça. À partir de là, on comprend, parce que mathématiquement, c'est pas possible d'avoir un revenu de base à 1 000 € et en n'ayant plus de cotisation, parce que les salariés, ils sont dans les entreprises. La cotisation sur l'assiette des salaires, elle représente 470 milliards, en gros, en comptant tout, y compris la protection sociale au sens large.
l'impôt sur le revenu, c'est 70 milliards. Alors, le compte, il est vite fait. Voilà. Alors, il y avait Céline qui a levé la main mais qui s'est absentée. J'en profite pour te répondre rapidement, Odile. Moi, je te dis simplement que cette crainte que tu as par rapport à l'idée du revenu universel, moi, je pense que c'est très intéressant d'avoir une discussion pour discuter la proposition de socle citoyen qui a été mise sur la table récemment. Et que là, dans le schéma que tu présentes, en disant les caisses des cotisations se vident et alors il faut faire attention au revenu universel. Moi, je sais ce à quoi il faut faire vraiment attention, c'est par exemple le modèle allemand où tu vois les réformes des lois Hartz, où on peut continuer à supprimer la protection sociale qui repose sur les cotisations et sans la remplacer par un revenu inconditionnel, mais en la remplaçant au contraire par une augmentation de la conditionnalité sur les minima sociaux. Et ça, c'est le modèle allemand et c'est ce qui nous pend au nez. C'est ce qu'aujourd'hui, le Conseil d'État a validé avec le fait d'obliger les gens dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin, à avoir à signer des contrats, ou alors voilà ce dont parlait Daniel, avec le fait quand tu ne signes pas le contrat, de toute façon, on ne te verse pas l'argent. Donc, j'ai simplement ça. Le revenu, l'inconditionnalité du RSA, c'est ça le revenu universel concrètement. Hein, je vais dire, eh bien ça ne va pas s'obtenir si on ne lutte pas pour. Et il faut effectivement regarder l'histoire longue et considérer le système dans sa totalité. Mais si ça devient une raison d'abandonner la lutte au nom du fait que de choses où il n'y a même pas de propositions concrètes et encore moins de propositions concrètes qu'on aurait une chance d'obtenir, ça me semble très dangereux. Voilà. Donc je pense qu'il faut effectivement avoir beaucoup il faut être jouer toutes les méfiances qu'on veut, mais ne restons pas dans la méfiance. Engageons le débat, étudions les propositions concrètement. La proposition de socle citoyen, Odile, par rapport à l'existant, c'est un progrès énorme. C'est 25 milliards de redistribution. Donc, je veux dire, ça, pour refuser ce truc-là, là maintenant, la méfiance, ça fait longtemps. Il faut un moment pouvoir avoir des arguments un peu plus concrets que la méfiance, parce que sinon, les 25 milliards de redistribution, on ne va pas les obtenir et on va continuer à avoir une situation qui empire pour les personnes les plus pauvres et les plus précaires. Voilà. Céline, excuse-moi, et après, peut-être, Odile, comme tu as encore la main levée, mais tu pourras reprendre après. Il y avait Clément avant moi, mais c'est juste que je crois qu'il a fallu faire lever la main pour attirer l'attention. Mais vas-y Clément, c'était là avant. Ouais, simplement, je crois que je peux pas lever la main parce que c'est moi qui gère le Zoom. Donc, je te remercie Céline. Je vais juste poser des questions assez ciblées qui viennent en fait de l'expérience de ce que j'ai pu observer et ce qui se passait à Grande-Synthe sur cette dernière année, en tout cas, parce que j'ai produit un rapport aussi sur les 1 an et demi d'expérience, en tout cas, de la mise en place d'un dispositif beaucoup plus limité que ce que vous proposez parce qu'il est local. Et donc, ma première question, ce sera aussi, donc j'ai vu votre annexe sur une proposition de modification finalement du Code de l'action sociale et des familles. Et la question, c'est jusqu'à quel point et dans quelle profondeur, en fait, il faut modifier ce Code de l'action sociale et des familles qui est quand même déjà légalement très, très, très restrictif par rapport à ce qui est possible de faire pour des collectivités locales en termes de garantie aux revenus. Et c'est lui qui cadre justement toutes ces questions du RSA et qui crée ce cadre normatif légal, du coup, sur ce plan-là. Puisque j'ai le terme normatif maintenant dans la bouche, il y a aussi une question qui est très importante et qui avait été posée notamment au moment de la réflexion, en tout cas d'une expérimentation en Gironde. C'est celui, et moi je me rends compte sur le terrain, parce que je fais une ethnographie aussi du travail social, c'est cet ethos finalement des travailleurs sociaux et finalement comment ils ont intégré cet imaginaire et cette différenciation entre les bons et les mauvais pauvres et toutes ces questions qui se posent réellement au quotidien dans comment eux-mêmes ils appréhendent le contact avec les bénéficiaires et les allocataires, qui interrogent en tout cas énormément quand même moi j'arrive dans une ville où je me disais que le maire souhaite expérimenter en plus un revenu inconditionnel, et finalement toutes ces résistances en interne et finalement des gens qui essaient de tirer vers plus de contrôle parce qu'ils ont intégré eux-mêmes. Donc cette question des formations et de cet ethos du travail social qui est peu posée finalement dans les débats sur un revenu inconditionnel ou un revenu universel, puisqu'on parle parfois uniquement d'ajustements administratifs ou de changements légaux de redistribution, mais cette question humaine et institutionnelle est ultra importante parce que même si le revenu est inconditionnel, finalement, il y a quand même une relation de pouvoir entre le travailleur social et la personne accompagnée qui est importante à prendre en compte.
Ensuite, d'un point de vue plus technique, puisque le choix qui est régulièrement fait conventionnellement, je dirais, dans ces propositions ces dernières années, c'est celui à 50% du revenu médian. Donc, vous parlez d'un revenu suffisant. Daniel, tu as commencé à en parler. La question, c'est dans quelle mesure c'est suffisant et qu'est-ce qui aujourd'hui, en tout cas, quel type d'études peuvent nous montrer que c'est suffisant ou pas. Et je vais vous dire pourquoi je viens là-dessus, parce que je pense tout de suite aux propositions de Nicolas Duvou ou de l'Observatoire des inégalités qui se portent sur ce type de montant. Et donc, moi, sur le travail que j'ai fait auprès de... Il y a un peu plus de 600 bénéficiaires qui ont bénéficié du minimum social garanti à Grande-Synthe. Et j'ai fait un sondage auprès de 313 par téléphone, etc. Et en fait, on se rend compte que déjà, les situations sont beaucoup plus différentes que ce qu'on pense par rapport au seuil de pauvreté. Ça, j'y reviendrai, les situations sociales concrètes. Et surtout que même avec donc 50%, donc 855 aujourd'hui, 885 € par mois par unité de consommation, ce sur quoi il faut revenir aussi, les gens ont du mal à se nourrir, ont du mal à se projeter dans l'avenir, ont du mal à... Donc, ce que vous proposez, c'est super intéressant et je pense que c'est un progrès. Et la force de votre rapport, c'est de ne pas être justement uniquement dans des spéculations philosophiques, mais réellement de dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de rapport de force et de possibilités politiques. Mais cette question, en tout cas, du montant est importante. Et moi, là où j'en suis, en tout cas, dans le travail avec les bénéficiaires, c'est qu'il y a certaines familles à qui, entre guillemets, ça suffit aujourd'hui, qui arrivent à s'en sortir, mais d'autres profils familiaux qui n'y arrivent pas tout simplement et qui n'arrivent pas à se projeter par rapport à ça. Et là-dessus, je reviens sur la question et des unités de consommation et des profils familiaux, justement, puisque moi, j'ai fait un travail par profils familiaux, donc couple avec enfants, couple sans enfants, famille monoparentale. Et j'ai travaillé sur des questions en rapport à l'insécurité sociale, donc à une capacité à se projeter dans l'avenir et à avoir un rapport positif à l'avenir. Et là-dessus, je me rends compte que même si l'aide sociale est administrativement la même pour tout le monde, donc on ne fait pas venir tout le monde au même seuil de pauvreté, donc 885 € puisqu'on veut éradiquer la pauvreté, donc théoriquement, par unité de consommation, tout le monde a le même revenu mensuel. Finalement, le sentiment d'insécurité sociale est vraiment beaucoup plus marqué chez les familles monoparentales, ce qui n'est pas une surprise, hein, ce qui est montré par beaucoup de travaux, mais et du coup, ça m'interroge par rapport à donc, des travaux de sociologie, je pense notamment à Anna Perrin-Heredia, sur quand on essaie de fixer comme ça un seuil conventionnel au niveau national, en fait, il y a un lissage qui se fait sur les situations sociales et ça crée donc un désajustement des catégories administratives par rapport à la situation des personnes. C'est-à-dire que l'unité de consommation fait que en plus, c'est 95% de femmes, non, 97% de femmes qui sont dans les familles monoparentales dans la population que j'ai, qui a, je ne sais pas, 3 enfants, on va dire, sera à 1,9 unités de consommation et sera finalement quasiment dans la même situation qu'un couple qui peut être parfois biactif, mais travailleur pauvre avec un enfant. Donc, il y aura le même nombre d'unités de consommation et par ce jeu du calcul du seuil de pauvreté, aura donc le même montant d'aide que ces personnes-là, mais finalement sera dans une situation sociale très différente. Donc ce lissage, c'est une question de justice, mais il y a cette question aussi de désajustement, en tout cas, des catégories administratives et comment on prend en compte ça. J'avais, dans les conseils que j'ai donnés aux politiques, il y a un indicateur de la CAF, je crois, qui est l'indicateur bas revenu, qui propose en tout cas d'ajouter 0,2 unités de consommation pour les familles monoparentales. En tout cas, ce type de questions qui se posent. Voilà là-dessus. Et ça pose donc cette question, en tout cas pour moi, des unités de consommation aussi, sur ce type de choses. La question que vous avez évoquée aussi et qui est beaucoup plus compliquée, je pense, à mettre non seulement à faire entreprendre par les acteurs, mais aussi à mettre en place, la question de l'individualité. Parce que ce dont on peut se rendre compte aussi sur une aide sociale qui est là versée par une ville à un foyer, déjà, c'est qui et comment on définit le foyer. Les définitions foyer, ménage entre INSEE, CAF ou allocataire, c'est quand même très compliqué. Et cette question des unités de consommation, c'est aussi dire si on a un couple avec un enfant ou 2 enfants de plus de 25 ans, par exemple, donc de plus de 18 ans, ou de plus de 14 ans tout simplement, donc qui vaut 0,5 part en tout cas, et que finalement, qui est dans une situation économique très compliquée, donc personne ne travaille, vivent des allocations, ils ont le droit à ce revenu complémentaire. En fait, le départ ou le gain d'emploi, quand on a ces catégories administratives, on part du principe qu'il y a une addition des revenus des familles, ce qui est déjà discutable.
Mais en plus, si l'enfant de plus de 18 ans, en tout cas qui est comptabilisé dans l'aide sociale, aujourd'hui quitte le foyer perd directement 0,5 unités de consommation. Donc, ces revenus ne vont pas augmenter les revenus du foyer. Par contre, ils vont perdre administrativement des droits à une aide sociale parfois assez importants, ce qui pose aussi, c'est des questions très concrètes. Je ne sais pas si vous y arriverez à répondre à ces temps-là. Et la dernière chose, c'est je parlais donc de Nicolas Duvaux qui s'est positionné aussi sur cette question d'un revenu garanti, ce qui est pas banal en plus pour des sociologues et ce qui est assez intéressant comme c'est le plus grand spécialiste sur ces questions. Donc aujourd'hui aussi, l'Observatoire des inégalités, aujourd'hui il y a différentes propositions dans ce plan-là. Vous parliez du collectif pour un revenu garanti, c'est où ça en est selon vous, comment ça avance en tout cas politiquement sur ce plan-là et quelles sont les prochaines étapes pour vous en tout cas pour avancer comme ça. Et j'ai été un peu long, je suis désolé. Alors, est-ce que Céline, ta question s'intègre dans celle de Clément ou est-ce que Daniel et Jérôme voulaient répondre directement à Clément, peut-être comme ça il y avait beaucoup de… Oui, moi c'est plus une question d'ordre théorique et histoire des IEP, donc parfait pour des réponses. Alors, vas-y Daniel et Jérôme. Moi, je démarre. Sur la question du code de l'action sociale et des familles, c'est pas un travail sérieux, entre guillemets, qu'on a fait. C'est un travail qu'a fait le collectif de la HUP au départ. Donc, en gros, c'est un travail qu'ont fait des personnes qui sont au RSA, qui ont fait en gros, ce qu'on s'est dit, c'est que si on veut changer la loi, éventuellement, on peut avoir une idée sur les mots qui sont employés dans la loi, sans aucune considération sur la technicité, etc. Donc, en gros, ce qu'on s'est amusé, c'est quand la loi disait si vous êtes disponible à un emploi, hop, vous rentrez dans notre truc comme ça. On a enlevé le mot disponible et on a mis si vous êtes volontaire pour rejoindre un emploi, etc. En fait, ce qui nous intéressait, c'était de libérer de la liberté pour les gens, d'avoir de la prise sur leur parcours, sur ce petit exercice-là, qui y compris, c'est un petit exercice équitase, il n'est même pas signé par l'ensemble des participants. Voilà. Ce qui a eu un vrai intérêt pédagogique parce que du coup, ça permet aux gens de se sentir en légitimité de parler avec des élus ou des techniciens parce qu'une fois qu'on a fait cet exercice-là, on a une première appréhension de ce qu'est la loi aujourd'hui. Donc voilà, je n'ai pas d'avis technique là-dessus et effectivement, ce n'est pas un travail qui aboutit. Sur l'éthos des travailleurs sociaux, c'est une excellente question et c'est un vrai frein potentiel. C'est que du coup, on a conscience que c'est un combat culturel, ces affaires-là. C'est un combat culturel avec l'opinion publique, mais c'est aussi un combat culturel dans le cercle des travailleurs sociaux. Ce qu'on défend, nous, fortement, c'est que ça pourrait redonner du sens au métier de travailleur social et que les travailleurs sociaux auraient tout intérêt à ce qu'on mette en place cette dissociation entre l'allocation et l'accompagnement, par exemple. Ce qu'on s'aperçoit sur le terrain dans la Drôme, c'est que ce n'est pas les travailleurs sociaux qui freinent, mais par contre, c'est les petits chefs. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des missions de contrôle, qui pilotent avec des tableaux, qui ont de la pression sur la question des finances, et on peut entendre, etc. Et c'est ces gens-là, aujourd'hui, qui s'opposent à cette transformation des métiers en disant, si vous êtes dessaisi de la fonction de contrôle et de sanction, quels sont les leviers que vous allez pouvoir avoir? Ça veut dire qu'il faut mettre en place plus de pédagogie, plus d'accompagnement, plus d'alliance avec les gens. Voilà, potentiellement, ça peut devenir plus compliqué et ça peut brouiller les tableaux de chiffres. Donc là, on a quelque chose qui est un vrai enjeu, que ce soit avec les travailleurs sociaux ou avec les gens qui sont responsables de territoire, de CLI, quel que soit le nom. Et sur la question du montant, moi, je n'ai pas plus de réponses que ça. Juste une de nos sources d'inspiration, il y a un travail qui a été fait par le collectif pour un Québec sans pauvreté, qui est une de nos sources d'inspiration, qui avait fait un travail autour de la catégorisation des revenus. Et donc, il s'était aperçu qu'il y avait un revenu qui permettait exclusivement la survie des gens. Il y avait un revenu qui permettait de vivre un peu dignement, de se projeter, etc. Puis il y avait des formes de revenus de confort. Ils avaient fait ça dans l'ensemble de l'échelle de revenus et ils avaient fixé le montant sur cette frontière-là qui est entre le revenu de vie et le revenu de confort. En sachant que pour faire ça, ils avaient fait vraiment un travail autour des paniers de consommation des gens, etc. Pas qu'avec des personnes au RSA, mais dans l'ensemble de la société. Donc voilà, c'est peut-être inspirant comme démarche, mais…
Et puis après, la question sur les unités de calcul, de qui rentre dans le RSA, etc. Aujourd'hui, l'idée, en tout cas, pour le fait d'intégrer les 18-25 ans au RSA, c'est l'idée d'arrêter avec une politique familiariste sur ce point-là, c'est dire est-ce qu'on ne pourrait pas considérer les jeunes à partir de 18 ans comme citoyens à part entière et du coup qu'ils aient au moins un choix de choisir d'être intégrés au foyer fiscal et social de leurs parents ou de prendre leur indépendance et leur juridique, y compris parce qu'ils peuvent être en conflit avec leurs parents sans forcément être dans des familles en situation de pauvreté. Mais ça, c'est le résultat d'un travail que nous, on a fait sur la question de la précarité des jeunes. Je n'ai pas plus d'infos que ça. Sur la question de où on en est politiquement, je ne sais pas si Nicole Tech, que je vois déconnectée au niveau caméra, du collectif pour un droit au revenu, je pense qu'elle a les infos sur où ça en est aujourd'hui politiquement, qui est en train de récupérer les propositions et qui les a définitivement rejetées. J'ai dit. Alors, Daniel, là, un petit point quand même, il nous reste 15 minutes et au moins 3 interventions. Du coup, Daniel, si tu veux aussi de cours, mais peut-être pour compléter, parce qu'effectivement, la question des revenus est très importante. Hein, et donc, oui, bien sûr, 50% du revenu médian, c'est un peu arbitraire. Ce n'est pas totalement arbitraire non plus quand même, parce que ça apparaît déjà comme un niveau qui permet vraiment de sortir la tête hors de l'eau pour la plupart des personnes. Certains le disent même avant, plutôt vers 40%. Mais en même temps, le budget de référence de l'ONPES, qui donc cherche à montrer ce qu'il faut pour vivre sans restriction et participer pleinement à la vie sociale, pousse plutôt vers 1 500 € pour une personne seule. Donc on voit que l'écart ou le différentiel de revenus possible est très important. Je crois que ce que tu as dit, Clément, est juste, c'est-à-dire que en fait, l'approche revenu est un peu insuffisante. D'abord parce que, comme le dit bien Amartya Sen dans ses réflexions, le revenu n'est qu'un aspect des capacités que l'on peut déployer avec. Une personne en situation de handicap aura probablement besoin de plus de revenus pour avoir les mêmes types de fonctionnement qu'une personne jeune. Une personne âgée pourra peut-être avoir des dépenses supplémentaires nécessaires pour elle que d'autres n'ont pas, etc. Mais bon, politiquement, il nous fallait bien essayer de donner un chiffre qui fait un accord au niveau d'alerte, en particulier du collectif des associations de lutte contre la pauvreté, mais qui montre aussi qu'il faut continuer à travailler, y compris dans la complémentarité entre politique nationale et politique locale. Ce que tu dis par rapport aux familles monoparentales, par exemple, l'illustre. Alors effectivement, par ailleurs, la question des unités de consommation reste un peu problématique parce qu'on l'a reprise par disons, convénience, mais en réalité, autant elle peut être logique sur l'ensemble du budget, autant sur la consommation courante, qui est quand même l'enjeu en fait de ce revenu minimum, bien, il ne fonctionne pas bien, puisque un adolescent compte pour 0,5, mais il mange pour 4. Donc, si on a deux jeunes de 15 et 16 ans, on est mal barré, quoi. Donc, effectivement, si en plus, dans le couple, il n'y a qu'un seul adulte, ça devient très compliqué. Donc, on voit bien là qu'on a des situations qui peuvent être assez diverses. Et c'est pour ça que le rapport 2020 du Secours catholique sur l'état de la pauvreté le montre. Il est aussi très important de travailler sur l'analyse des budgets et du reste à vivre, qui, une fois les dépenses préengagées, montre qu'il reste peu de choses. Et encore, on n'a pas mis dans ces dépenses les dépenses alimentaires, mais donc on montre bien que pour beaucoup de ménages, en fait, il reste simplement le fait de faire appel à l'aide alimentaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'aide alimentaire a considérablement augmenté, passant de 2 millions à 8 millions, dit-on aujourd'hui, ce qui est quand même extrêmement gravissime, et ceci en 20 ans, quoi. Donc il y a là un vrai enjeu, sans doute de réformer ou d'ajouter aux unités de consommation, du moins quand on parle de la consommation courante. C'est évidemment pas vrai si on parle du logement.
Voilà. Et puis Nicole, peut-être sur les débats actuels, puisque Nicole participe aussi à toutes les réflexions sur le droit au revenu et le revenu minimum garanti. Je peux répondre du coup? Oui, tu peux y aller. Ce sera Céline après. Du coup, c'est si Céline, D'accord, merci. Désolée, j'ai eu un appel en même temps. Je travaille en parallèle aussi, donc c'est un peu compliqué parfois. Du coup, la question, c'était où en est l'état du débat sur le plan politique, c'est ça? Alors, sur les différentes, peut-être pour répondre de façon assez large sur les différentes questions de revenus, parce qu'au final, ça se recoupe. Et du coup, quand on parle de RSA, par exemple, le sujet du revenu universel revient aussi. Revenu minimum garanti, c'est un peu la même chose aussi. Là, à ce stade, ce qu'on voit, en tout cas, sur un avenir proche, c'est les débats qui vont concerner le RSA, l'ouverture du RSA pour les 18-25 ans. Au Sénat qui fait suite à une proposition de loi du sénateur socialiste Rémi Cardon et qui en fait est soutenue par la plupart des organisations de jeunesse qui demandent l'ouverture du RSA aux 18-25 ans. Ça fait partie des propositions que le collectif pour un revenu minimum garanti soutient. Donc on va voir ce qui se profile globalement à gauche. La plupart des partis de gauche, des groupes de gauche vont voter en faveur de cette mesure. Après, la question, c'est toujours aussi à droite, qu'est-ce qui se profile, sachant qu'à droite, il y a un vrai débat qui s'est ouvert sur la valeur travail et sur la conditionnalité, en fait. On voit que certains élus républicains sont en train de se mobiliser, notamment sur la question du revenu universel. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un article qui est sorti, je ne sais plus si c'était dans le Parisien, d'un élu, c'était Pradier, je crois, voilà, c'est ça, c'est Pradier, qui est donc assez haut placé chez les Républicains et qui souhaite un peu pousser cette mesure à droite. Donc on voit que c'est un sujet aussi qui est assez discuté, en tout cas sur le plan politique. On sait que les différentes mesures, à gauche comme à droite, ne sont pas les mêmes. Les objectifs sont loin d'être les mêmes aussi. À droite, notamment, ça va être plutôt des mesures de simplification qui vont être portées, et puis avec une forte conditionnalité. Les débats sur la valeur travail sont aussi en train de s'accompagner de mesures de conditionnement des aides sociales à une plus forte recherche d'emploi, voire à du bénévolat. Donc voilà. Quoi d'autre? Je réfléchis. Il y a aussi une mission d'information qui a été initiée par la droite au Sénat sur la paupérisation des Français. Donc qui va aussi, je pense, être assez débattue. Et là, pour le coup, je pense qu'on aura des débats sur à la fois le RSA, le revenu minimum garanti et le revenu universel. Donc je pense que dans les mois qui viennent, il va y avoir, en tout cas, il va y avoir sujet à débat et à confrontation d'idées. J'ai dit. Et puis on a rencontré effectivement Aurélien Pradier qui confirmait son intérêt et aussi Olivier Becht donc du groupe Agir Ensemble qui reprennent un projet assez proche, je pense, de ce que propose Marc de Basquiat là, qui nous a rejoint, en tout cas d'un revenu citoyen qui semble s'inspirer un peu de ces positions. Donc ça bouge actuellement, mais ça c'est intéressant. C'est ce que je voulais, voilà, en passant la parole à Céline, je voulais quand même mentionner que c'est quand même bon, parce que Nicole, tu as mentionné la droite et la gauche, mais moi, avec la droite, mais à chaque fois, tu parles en fait des Républicains et en gros du PS, en mentionnant pas le fait que, il me semble, le plus gros développement politique en ce moment, c'est quand même cette proposition du socle citoyen qui fait débat au sein de la majorité. Et ce qui me semble très intéressant et un peu triste à constater, c'est que les propositions portées par la gauche sont en fait moins redistributives et moins émancipatrices que le socle citoyen. Concrètement, dans les chiffres, ils proposent de donner moins d'argent et de moins réduire les conditionnalités et de moins ouvrir à l'accès, et qu'on a des positions de gauche qui, parce qu'elles ne veulent surtout pas se salir les mains avec la majorité, préfèrent porter des propositions plus faibles que d'assumer que concrètement, il puisse y avoir un moment où les centristes aussi soient prêts à porter des propositions de changement un peu radical. Et j'ai peur que ce snobisme mais peut-être que voilà,
quand on est en position de faiblesse, on n'est pas en position de tisser des alliances, où ils ont peur de ça, mais j'ai peur, moi, de ce snobisme de la gauche de gouvernement qui nous conduit dans les faits alors, Clément, je trouve intéressant que tu soulignes ça, que la majorité soit centriste, parce que Nicole a parlé de la droite en parlant uniquement des Républicains. Et donc, moi, effectivement, je veux bien qu'on considère que la majorité soit de droite, mais dans ce cas-là, il faut bien voir que dans la majorité, la proposition qui a été portée, ce n'est pas une proposition d'augmentation des conditionnalités, c'est une proposition de suppression des conditionnalités et de verser plus d'argent. Alors, effectivement, elle n'est pas majoritaire au sein de la majorité, ou en tout cas, la question se pose, mais je pense qu'il faut bien voir cette question-là. En tout cas, là, aujourd'hui, la proposition qui est sur la table, elle est là. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des partis de gauche qui pour le moment, préfèrent avoir une position de principe qui les conduit à proposer des propositions moins ambitieuses que ce qui serait possible de porter avec des personnes de la droite. Voilà, pour dire, parce que moi, je n'ai pas peur aussi de dire qu'aujourd'hui, la République en marche est plutôt à droite, clairement. Céline, Loïc, Marc, et s'il reste un peu de temps, d'autres questions. Juste pour préciser ce que je disais, quand je parlais de la droite, c'était vraiment de la droite sénatoriale. Aujourd'hui, au Sénat, tu as une quinzaine de sénateurs En Marche qui aujourd'hui n'ont pas des travaux très importants, en fait. Donc, c'est vraiment ce que je disais. Je ne dis pas que la LREM est centriste, c'est loin de là. Je considère que c'est de droite, mais ce n'est pas du tout le sujet. Et puis après, sur la question de la redistribution, du fait que ce soit plus redistributif ou pas, c'est un débat. Je pense que c'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais on en a déjà pas mal discuté. Et je pense que les propositions de gauche sont tout à fait intéressantes. Et pour le coup, nous, on travaille pas mal avec les acteurs de terrain, donc on écoute aussi ce qui se dit sur le terrain, quoi. Alors, Nicole, je travaille aussi avec les acteurs de terrain. Par contre, je te reprends juste sur le fait qu'on n'en a pas du tout discuté. Et si tu es prêt à ce qu'on en discute, ça me ferait très plaisir. C'est très intéressant d'avoir une séance dans ce séminaire ou ailleurs, mais on n'en a pas du tout discuté. Et sur les faits, aujourd'hui, les propositions qui sont portées par les gens qui se revendiquent de la gauche sont moins redistributives et moins émancipatrices. Ça, moi qui passe beaucoup de temps et qui suis aussi en lien avec les acteurs de terrain, je peux te dire, c'est clair. Si tu es prêt à me montrer, à démontrer que c'est faux, ou alors même à faire en sorte que la gauche porte des propositions plus émancipatrices, je pense que ce serait super. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a une rhétorique qui est plus forte et dans les faits, des propositions plus faibles. C'est très intéressant, mais je propose qu'on laisse la parole à Céline. Merci. Oui, alors merci pour le rapport que j'ai trouvé très intéressant et très fourni sur l'aspect empirique. Donc moi, j'ai plutôt deux remarques, questions sur le plan histoire des idées, peut-être un peu plus perspective politique. J'ai trouvé très intéressant le fait que vous notez qu'il n'y a pas de critique, que quand on parle de tous ces mécanismes d'assistance, il n'y a pas de critique du marché du travail et en fait, il n'y a pas de prise en charge de la pauvreté par les entreprises. On considère que c'est à l'État de financer ça à la marge, en fait. Donc, on ne fait que bricoler ce qui est causé par le marché du travail. D'une certaine façon, ce n'est pas viable sur le long terme. Et ça, c'était déjà une remarque que faisait Robert Castel dans son histoire de la protection sociale, en montrant qu'en fait, elle s'est toujours fait de façon marginale, sans vouloir trop toucher au rapport de production et sans vouloir en fait transformer le capitalisme, hein, grosso modo. Donc ça, il me semble que c'est un point qui est vraiment important. Et ça rejoint une remarque, une question que j'avais de l'ordre de l'histoire des idées, c'est que cette volonté en fait de ne pas vouloir aider les gens qui ne travaillent pas, c'est très très ancien et c'est au cœur des enjeux autour de la protection sociale que Castel fait remonter au Moyen-Âge. Et en fait, il y a un truc idéologique qui est très fort, qui est que la société s'est construite en disant le lien social, c'est de contribuer à la société. Aujourd'hui, la contribution à la société, c'est sous la forme de l'emploi salarié. Et l'emploi salarié, c'est l'emploi qui est uniquement financé soit par les entreprises privées, soit par le marché public, dans le cadre d'État, etc. Mais donc, dans ce cas-là, il y a vraiment une idée que si vous ne contribuez pas de cette façon à la société, vous n'existez pas pour la société. Et la société n'a pas à vous aider. Et ça, je pense que c'est un truc idéologique qui est très, très fort et que Castel montre vraiment bien toute l'histoire et qui est, à mon avis, le cœur du problème. En fait, parce qu'aujourd'hui, on considère que le marché de l'emploi a le monopole légitime de la définition du travail et de la définition de l'activité socialement valorisée, en fait. Et je pense que, bon, ça, c'est pas dans votre rapport qui est plus empirique, mais il me semble que c'est vraiment un aspect important de cette discussion et ça permet aussi de croiser les enjeux sur les ethos des agents, des travailleurs sociaux qui ont aussi cette logique de vouloir passer par le travail. Et
d'une certaine façon, ça rejoint aussi certaines analyses de Gortz qui montrent que derrière l'organisation du travail, il y a des enjeux de discipline du corps social, il y a des enjeux de contrôle du corps social, et le fait de ne pas vouloir donner des moyens aux gens pour vivre sur le marché du travail, c'est aussi une forme de contrôle social. Et tous les mécanismes qui sont là pour tous les mécanismes de discipline, de sanctions, etc., à mon avis, ne sont pas du tout anodins. C'est des mécanismes de contrôle social, en plus vis-à-vis des populations les plus défavorisées. Et ça a toujours été dans cette logique-là, en fait. Enfin, c'est du surveiller et punir, c'est pas quelque chose de nouveau. Et à mon avis, c'est vraiment là l'enjeu, quand vous dites que c'est un enjeu dans la relation de confiance entre les allocataires et les travailleurs sociaux. Mais par-delà ça, en fait, c'est aussi les politiques qui prennent les décisions considèrent que ces gens-là sont des fraudeurs, etc. Et c'est aussi ce qui freine toutes les transformations en matière de protection sociale. C'est qu'il y a beaucoup de préjugés de la part de l'opinion publique et des élus et des acteurs qui ont les mains dans le cambouis à ce moment-là. Donc ça me semble être, disons, des idées reçues qui sont très très ancrées dans notre histoire de la protection sociale et dans notre histoire du travail, qu'il faut à mon avis vraiment démanteler. Mais c'est un travail de longue haleine, hein, mais en tout cas, voilà comme réflexion. Merci beaucoup Céline. J'en profite pour profiter que Céline, qui va rejoindre l'équipe de l'organisation du séminaire, qu'il a déjà un peu rejointe, a avec son compagnon une chaîne de vulgarisation philosophique qui s'appelle Méta, et ils ont fait une série de vidéos sur le revenu universel qui participe à donner des billes qui pourraient vous être utiles éventuellement à Jérôme, à Daniel et au-delà sur la déconstruction de ces idées-là. Mais du coup, Loïc et Marc, j'enverrai les liens. Ouais, je peux peut-être commencer avant Marc, s'il me permet. Parce que c'est un petit peu dans la même idée que Céline, donc je continue. Voilà, donc j'ai lu le rapport, et moi il me semble que ce que vous proposez en fait c'est un gros RSA, quoi. C'est un montant qui est plus important, donc plutôt un relèvement des minima sociaux, et en apportant de l'inconditionnalité et de l'automaticité. Et donc en faisant ça, c'est-à-dire qu'on ne résout pas certains problèmes qui sont par exemple les effets de seuil, et puis la contribution de chacun à la société, dans le sens où, donc vous parlez de mettre en avant les différents droits, le droit au droit à un revenu, mais pour les gens, moi je trouve que ce n'est pas suffisamment concret. Ce sont des choses qui sont très abstraites, parler de théorie, d'histoire, de droit, et les gens regardent ça et ils veulent vraiment voir, moi, qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois. Et donc, moi, je travaille sur le bénévolat, et c'est vraiment ça, qu'on ne se rend pas compte, mais même le bénévolat, c'est donner et recevoir, et finalement, c'est concret. On sait ce qu'on donne en temps, en énergie, et on sait ce qu'on reçoit en relations sociales, en compétences, comme en plaisir qu'on a à donner. C'est vraiment un échange, et c'est des choses qui sont concrètes. Et je pense que ça parle bien aux gens. C'est pour ça qu'il me semble que ça serait intéressant d'expliquer, de montrer et d'essayer de mesurer, mais je vais expliquer que c'est un peu compliqué, de montrer en fait quelle est l'importance du bénévolat dans la société, quelle est la contribution. Donc, on arrive un petit peu à mesurer ce qu'est le bénévolat formel et le bénévolat informel. Donc, c'est Lionel Proutot qui a essayé de mesurer ça. Le bénévolat formel, c'est dans les associations, et le bénévolat informel, c'est en dehors des associations, c'est-à-dire c'est le quartier, les amis. Voilà. Mais on peut aller plus loin que ça. Les limites du bénévolat, en fait, ne sont pas du tout définies. Par exemple, les aidants, eux, quand on les interroge, ils ne se considèrent pas comme des bénévoles. Ils considèrent qu'ils participent, ils aident leur famille, etc. Mais ce n'est pas du bénévolat. Pareil, le travail domestique, les gens ne considèrent pas que c'est du bénévolat. Pourquoi? Parce qu'on aide sa propre famille. Mais pourquoi est-ce que ça ne serait pas du bénévolat? Voilà. Et donc, quand on mesure ça, le bénévolat formel et informel, ça représente 2% du PIB. Quand on intègre d'autres parties comme les aidants ou le travail domestique, ça, selon les études, ça représente 33% du PIB, mais il y en a qui estiment à plus de 50%. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important et qu'on peut montrer, on peut calculer.
bon, même si c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, donc on a des frontières qui sont un petit peu difficiles à déterminer, mais on peut aller encore plus loin. Parce que pourquoi est-ce que quand on fait une action, soit ça serait du bénévolat, soit ça serait du travail pour soi? C'est un petit peu difficile de déterminer la limite. Par exemple, si on héberge un ami chez soi, ça, on ne le comptabilise pas. Mais pour moi, c'est aussi du bénévolat. Si on fait du covoiturage avec des amis, ce n'est pas compté encore comme du bénévolat. Tout ça, c'est à intégrer. Mais plus que ça, par exemple, si on entretient son jardin, on le fait pour soi. Si on vous pose la question, on va considérer que c'est pour soi. Mais pourtant, c'est aussi pour les autres. Ça fait partie du paysage. Un autre exemple, si on marche dans la rue, on marche dans la rue parce qu'on a besoin de marcher. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est que les gens qui sont dans la rue comme ça, ils participent à la vie. Et puis, s'il y a un souci, par exemple, ils peuvent surveiller, ils peuvent informer, ils peuvent aider les gens si quelqu'un est blessé, ce genre de choses. Donc, il y a toujours… J'ai un autre exemple encore, oui, quand on met les masques. Quand on met un masque pour le Covid, on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour les autres. Donc, quand on fait une action, ce n'est pas seulement du bénévolat ou seulement pour soi. Voilà. Donc, je pense qu'il faudra arriver à montrer un petit peu toutes les contributions à la société qu'on fait de manière non économique. Parce que actuellement, on calcule juste les contributions économiques. Alors que si on devait calculer toutes les contributions, y compris le bénévolat, on voit bien que finalement, le système économique est minoritaire dans nos contributions à la société. Voilà. Bon, c'était le point que je voulais aborder. Et je voulais juste conclure sur le fait que on voit bien que dans votre rapport, il est un petit peu au milieu du gué. On voit que vous faites des compromis entre des personnes qui sont encore, qui veulent mettre en place un droit à l'emploi, et d'autre part, à certaines parties, effectivement, vous essayez de mettre en avant le bénévolat. Et voilà, c'est un petit peu entre les deux. Et on comprend bien que vous avez fait des compromis. Ouais, merci. Oula, alors, donc là, normalement, Daniel est censé partir dans 120 secondes, ou moins. Voilà. Oui, mais j'ai prévenu que je serais un petit peu en retard, donc ça va, on peut quand même. Alors, du coup, Marc, je repousse ta prise de parole et au nom de la parité, je laisse Laura Jovigno intervenir. Si tu veux. Merci beaucoup. Désolée, Marc. D'ailleurs, c'était pour rebondir à ce qu'a dit, par rapport à ce qu'a dit Loïc, dans la continuité de ce que tu as dit, sur le fait de mentionner le travail du CARE, les tâches domestiques comme faisant partie du bénévolat. Et en fait, moi, ce que j'aime avec la proposition du revenu universel, c'est que ça réinterroge la notion même de travail, en fait. Et que en considérant le CARE comme du bénévolat, finalement, on reste un peu dans une logique qui est la logique actuelle de distinction avec le travail rémunéré. Et qui est le travail actuel qui est valorisé sur le marché du travail, qui est valorisé dans le reste de la société. Donc, la distinction entre ça et le bénévolat qui serait un don, alors que le CARE, ce n'est pas juste un don, c'est quelque chose qui a été inculqué aux femmes depuis leur plus jeune âge, c'est quelque chose qui est socialement construit. Et si on reste dans la logique du don, ça implique que ça ne mériterait pas de salaire, de rétribution pour ça. Donc, c'était juste un petit point par rapport à ça, parce que j'avais du mal avec cette distinction qui, finalement, réinterroge pas la notion même de travail, selon moi. Voilà. Merci Laura. Alors, il y a plein de monde qui partent à 17h, dont Jérôme. Marc, Rapidement. Donc, j'ai également lu votre rapport avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir, parce qu'effectivement, il a une qualité qui est quand même assez rare, c'est qu'il est très humain. Il est très incarné. On a vraiment des situations humaines qui sont extrêmement bien mises en scène. Donc, on voit vraiment les choses, C'est pour ça, c'est fantastique. Deuxième chose, également, c'est le côté historique, de voir que le Secours catholique positionne aussi fortement l'inconditionnalité du revenu dans un rapport. Pour moi, c'est un événement historique. Donc, franchement, Daniel, bravo. Enfin, je suis bluffé. Et là, pour moi, ça ouvre des perspectives. Donc, je pense que pour les promoteurs de revenu universel dont nous sommes, il y a une attente d'aller plus loin. Mais je dirais, à cette étape-là, je dirais, c'est déjà une étape extraordinaire. Donc, moi, je suis extrêmement heureux de ce rapport. J'ai envie d'en savoir plus.
quand je lis, j'ai couru la dernière partie, évidemment, et la dernière partie, je dis, bon, ok, tout ce qui est là sur les principes, je suis d'accord, évidemment. Ensuite, comment on fait techniquement? C'est là que je dis, il y aura un travail à faire. Il y a un travail à faire. Et je pense que ce sera intéressant qu'il y ait une commission qui se mette en place avec différents experts et pour vraiment aller gratter pour voir comment on fait. Tout le travail qui a été fait sur le RUA avec Fabrice Anglard, je pense que Daniel, vous avez participé à ça aussi. Ce travail-là, c'est un travail qui est extrêmement technique, mais sur lequel l'administration n'a pas su déboucher. Et donc là, il y a un travail à faire des parties prenantes de la société civile, des associations, des gens comme nous, pour dire finalement, voilà, vers quoi est-ce qu'on peut s'orienter collectivement, mais vraiment collectivement, pour dépasser les frontières techniques. Là, on est vraiment sur les obstacles techniques, un paquet d'obstacles techniques qu'on n'arrive pas à dépasser. Et j'espère vraiment qu'à partir de ce rapport, qui est vraiment un excellent rapport, on puisse continuer à travailler et qu'on puisse se retrouver pour définir les étapes suivantes. C'est tout ce que je voulais dire. Eh ben super, du coup Jérôme et Daniel, le mot de la fin, peut-être Jérôme si tu dois partir vu que le premier. Je peux rester 2-3 minutes de plus, mais voilà, je voulais juste… En tout cas, merci à tous pour vos questions. Moi, j'ai été très sensible à ce que disait Céline, où effectivement, les deux choses qui sont à changer dans le logiciel, à mon sens, c'est une forme de société méritocratique qui nous met en concurrence les uns avec les autres, et effectivement, ce fameux monopole de la reconnaissance des contributions qui est donné au marché, qui est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens seraient complètement partants pour mettre en place des activités utiles à la société. Et en fait, je dis serait, mais c'est au-delà de ça. C'est en fait quand on regarde qui exerce aujourd'hui de la solidarité, par exemple dans les aidants, dans ceux qui gardent leurs voisins, dans ceux qui logent des tiers, les plus pauvres, ils ont largement leur part déjà aujourd'hui de contributions, mais effectivement, c'est des contributions qui ne sont pas reconnues. Donc nous, on ne dit pas qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient à la marge, on leur donne une allocation, on n'en parle plus, mais comment est-ce qu'on crée un pot commun où il n'y a pas que l'emploi comme seule issue, et effectivement qu'on soit capable de reconnaître des contributions existantes déjà ou créer des nouvelles formes de contributions hors marché. En tout cas, moi, je pense que vraiment, c'est là qu'il y a un truc qui nous ferait basculer dans le monde d'après. Voilà, merci en tout cas de votre écoute. C'était chouette de vous parler aujourd'hui. Oui, merci aussi, c'était passionnant. C'est d'ailleurs, et alors effectivement, beaucoup de sujets qui ont été abordés finalement relèvent aussi de la protection sociale. Et c'est bien en ça qu'ils s'intègrent dans ce séminaire sur le futur de la protection sociale et qui nous intéresse. Voilà, donc notre rapport, il a à la fois beaucoup d'ambition et il est aussi finalement un rapport assez centré, comme on l'a dit au début. Il n'aborde pas tout. On sait tout à fait qu'on est au bord du chemin ou au milieu du gué sur certains sujets, mais c'est une vraie étape en avant. Et merci Marc aussi de le signaler, même si le débat reste encore aussi au sein de nos propres organisations, comme vous pouvez vous en douter. Mais comme on l'a dit, avec les travailleurs sociaux, avec beaucoup d'acteurs, ce que je crois, c'est qu'il y a un vrai appel à ce que la recherche sociale se saisisse de ça et nous aide à avoir des chiffres, comme on l'a dit au début, nous aide aussi à avancer sur comment on peut opérationnaliser ça, mais aussi le mettre en cohérence, notamment avec la question du travail. Effectivement, on voit bien que se cherchent par ailleurs des réflexions autour d'une garantie d'emploi ou des choses comme ça qui sont en train de revenir et qui sont intéressantes et qu'il faut sans doute pousser parce que ça apporte une cohérence à l'ensemble. On voit que politiquement, ça bouge beaucoup en prévision des élections présidentielles. Et ce qui est intéressant, c'est que ça bouge à droite chez les libéraux et à gauche. Donc, c'est un bon moment, mais aussi au milieu associatif. Nous, au Pacte du pouvoir de vivre, à Alerte, on va avoir des séminaires et des groupes de travail demain, par exemple, mais sur plusieurs mois pour actualiser nos positions. Donc, c'est vraiment le bon moment pour travailler ensemble, effectivement. Et je saisis volontiers la perche tendue par Marc et par d'autres pour creuser un peu ça. Avec Nicole, on travaille déjà sur le collectif droit au revenu. Et puis donc, l'idée que le débat continue aussi localement. Et donc, comme Jérôme le disait, on voudrait aussi faire des débats avec les personnes concernées, mais aussi avec des acteurs, des influenceurs,
dans le Nord, à Paris et à Lyon, et pourquoi pas à Marseille avec Prune. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous à ce propos, quoi. Merci beaucoup, merci vraiment beaucoup Daniel et Jérôme, encore bravo pour ce rapport, merci pour cette séance, merci à toutes et tous pour votre participation. Je veux vous dire que c'est avec beaucoup d'émotion parce que ça fait 3 ans que ce séminaire existe et que c'est un peu ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est un peu ce que j'ai rêvé qu'il se passe et j'ai hâte que tous ces projets-là continuent et avec nos désaccords les uns les autres, je pense qu'on est tous animés par le fait de vouloir rendre cette société meilleure, moins injuste, plus émancipatrice et j'ai hâte de voir ce qui va en sortir. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on va essayer de mettre cette séance sur YouTube directement. Clément, je ne sais pas, si jamais quelqu'un se sent moins chaud, vous pouvez nous écrire, il n'y a pas de souci, on verra. Et par ailleurs, je n'arrive pas à enregistrer le chat. Donc, Clément, je ne sais pas si toi, je crois qu'il y a une histoire de droit, peut-être si tu peux essayer de l'enregistrer. Normalement, tout est enregistré, on verra sur la suite. Juste préciser la prochaine séance, peut-être où on recevra le jeudi 12 février, il me semble, Maud Simonet. Du coup, pour ces questions, justement, travail bénévolat, CARE, je pense que ça sera intéressant. Et merci encore donc, Daniel et Jérôme. Et Télémac, si tu veux dire un dernier mot. Merci. Et merci Clément, c'est toi qui animera du coup la prochaine fois, je pense. Et je ne sais pas si tu as un moment là pour qu'on discute de comment est-ce qu'on met en ligne ou maintenant, Clément. Je vous laisse, merci. Merci beaucoup Daniel encore. Merci à tous. Comment on met en ligne? Ouais, je ne sais pas du tout si tu veux m'envoyer la vidéo. Si toi, je pense que là, cette vidéo-là, ça vaudrait le coup qu'on la... Alors déjà, il faudrait peut-être l'éditer pour couper là, cette partie-là, où on est en train de se dire comment je peux arrêter l'enregistrement. Oui, exemple.